sur France Maghreb 2. Le grand forum, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur votre radio France Maghreb 2 au quotidien de 16h à 18h. Et oui, on est là, on ne lâche rien tous les jours pour vous donner la parole, mesdames, messieurs, 01 40 33 9000 pour réagir à toute l'actualité, nous donner notre son de cloche ou celui de nos débatteurs d'aujourd'hui, à commencer par Aminsa, par ma gauche, élu à la Courneuve. Comment ça va, mon Amine ? Ça va et toi, Christophe ? Ouais. Bonjour à tous les auditeurs. Bon, il va bien ? Toujours TikToker ? Écoute, tout va bien. On peut te retrouver sur TikTok ? Sur tous les réseaux sociaux, Aminsa. Aminsa, voilà, comme ça, Saha, exactement. Saha. Ça vient de là. Ouais, exactement. C'est Audrey Pronesti, journaliste, avec nous. Bonjour Audrey, comment ça va ? Bonjour Christophe et bonjour à tous les auditeurs. Voilà, donc je réponds à ta question avant que tu me la poses. Non, je ne suis pas encore sur TikTok, mais peut-être que je vais m'y mettre. Ah ouais, ouais. En tout cas, il n'est pas sur TikTok, mais il est gréviste. Jimmy Dalidou. Ouais, tout à fait. Bonjour à tous. Moi, je suis sur TikTok, alias le Doberman sur TikTok. Alias le Doberman. Voilà. Mais c'est devenu un Et on est virus. tous un peu toc-toc. Ouais. T'es gréviste toi aujourd'hui ? Aujourd'hui, non, je suis finalement... Quoi ? Non, pas gréviste aujourd'hui. Il a pensé aux vacances. Mais je te le dis, hein. Vous commencez à nous emmerder. C'est un secret. Non, mais attendez. Jimmy, il faut qu'on se On va parle. pas revenir sur ce Bah oui, mais faut qu'on se parle. Au bout d'un moment, moi je suis usager du RER, j'en ai ras le bol. Ouais, mais tu sais bien, Christophe, que si le peuple travailleur décide de partir en grève et poser des revendications, c'est son droit le plus, ouais, mais pourquoi vous le faites le plus essentiel. Au moment des vacances, par exemple. Bah écoutez, parce que là vous emmerdez pas le gouvernement, vous emmerdez les gens en fait. Mais écoutez, ça c'est la forme les formes de lutte changent, sont les époques et on est dans une séquence dans laquelle il y a des préavis de grève qui se posent et effectivement les usagers sont embêtés, mais nous franchement ça nous embête aussi. Franchement ça nous embête d'embêter les usagers en fait. Ouais, le problème c'est que pour faire des barbecues merguez, arrête. Non, ce qui gêne c'est le gouvernement qui fait la sourde oreille quand le peuple travailleur pose une revendication. C'est lui le véritable responsable. Bon, on aura l'occasion de leur parler du gouvernement, tu pourras le tailler tout à l'heure, notamment, voici le programme du jour. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Tout à l'heure, on terminera par le zapping, tiens, on parlera de Francky Vincent, on parlera de plein de trucs. Restez avec nous évidemment, tiens, Pascal Pro qui... félicite le Maroc, mais en n'occultant pas les échauffourées. Parce que ça, c'est ce qui les intéresse, hein, évidemment, sans CNews. Évidemment. Évidemment. Le quiz tout à l'heure, bien entendu, aux alentours de 17h45. Juste auparavant, la battle, ou c'est pas vraiment une battle, c'est un débat autour du Maroc, qui est, vous le savez, c'est historique, en quart de finale, et qui affrontera le Portugal samedi pour une place en demi-finale. Est-ce que le Maroc peut le faire ? Vous êtes 58% à dire oui sur Twitter, le Grand Forum FM2. Vous pouvez continuer de voter, vous pourrez nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que là, ça vous paraît possible d'aller... non, je vais m'abstenir. Non, mais ça a baissé un petit peu parce que tout à l'heure, quand j'ai voté, c'était à 73%. Donc, mais ça a baissé, on est à 58. Voilà. Ils vont gagner le Maroc, ils vont gagner, c'est sûr. Oui, on verra. Jimmy qui a une analyse faut pas pertinente sur le foot. s'enflammer. Non, c'est pour... Si, ouais, j'ai une analyse quand même. Oui, tu nous la réserves pour tout à l'heure. Hein. Le carburant, le chèque carburant, ça y est, c'est annoncé. Et comment en bénéficier ? Je vous expliquerai tout à l'heure. Et pourrez nous dire, évidemment, Jimmy, Amine et Audrey, si c'est une bonne idée pour aider les travailleurs précaires. Et puis alors, on n'y comprend plus rien du tout dans la communication du gouvernement. Un coup, il faut se préparer aux coupures d'électricité. Un coup, il n'y aura pas de coupure d'électricité. Le grand roi Macron est venu à parler et à calmer tout le monde. Donc, visiblement, pas d'inquiétude. Alors, pourquoi tous ces scénarios de la peur ? Est-ce que finalement, le gouvernement est en train de nous faire bis repetita la crise du Covid, version crise énergétique ? On en reparle évidemment dans quelques minutes. Et puis, on fera un petit tour, et comme tous les jours, par le Qatar avec notre ami Thierry, journaliste à Oryx FM, radio francophone de Doha, pour faire un bilan maintenant de ce mondial. Un premier bilan, c'est ce qui sera fait dans quelques instants sur votre radio. Bienvenue tout le monde. On va commencer par les clins d'œil. Exprimez-vous librement dans l'émission quotidienne Le Grand Forum. Tous les jours, du lundi au vendredi, de 16h à 18h, Christophe Fro et ses chroniqueurs vous donnent la parole. France Maghreb 2, la radio du vivre ensemble. Et prenez-la la parole, évidemment, les amis. N'attendez pas qu'on vous la donne. Hein. Prenez-la de force s'il le faut. Un peu comme nos syndicalistes cégétistes. Alors, ne vous laissez pas faire, parce que c'est vous qui avez le pouvoir. Mais ça, c'est dans leur ADN, donc évidemment. pas besoin de le préciser. Évidemment. Tiens, naissance en 1947, un 8 décembre, ça tombe bien, on est le 8 décembre, d'un comédien de théâtre, metteur en scène, réalisateur, Francis Huster. Ma chère Audrey Pronesti, toi qui es féru de cinéma, le dîner de con par exemple, et de théâtre, le dîner de con, Francis Huster. Voilà.
Oui, et c'était quoi ta question? Ben non, rien, c'est tout. C'est Francis Huster. Qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que c'est un acteur, un comédien qui C'est les deux. C'est... d'aller devant chez lui à New York. Voilà, il y a toujours un chanteur qui chante ses chansons avec sa petite guitare. Ah, elle est magnifique cette Grand monsieur, chanson. voilà, Ouais. qui s'en est allé assassiner donc en 1980 pour l'ami John Lennon, bien sûr. Les grands artistes. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, bah la sortie en salle en 1966 de La Grande Vadrouille. Bon, Ah oui, de non, Funès mais Bourvil, quand un même. classique des classiques. Hein. Ouais. Des barres de rire avec ça. Un film de Gérard Houry, bien sûr. Bah, Ça voilà. va forcément marcher beaucoup moins bien, un truc comme ça. Ouais. C'était ça la La Grande réplique. Vadrouille, on l'a tous vu Ah, et c'est mon préféré, c'est revu. C'est un Ouais. classique. C'est quand Louis Funès prend la tête de Bourvil. Ouais. Ouais. Il s'est trop... il prend une citrouille. Avec la voiture. Extraordinaire. Extraordinaire. Bon, qu'est-ce que vous avez prévu pour les vacances, les gars? Amine? Lesquels? Bah, les vacances, là, bientôt les vacances de Les fin prochaines, d'année, là. Nulle part pour moi. Quoi, nulle part? Je reste en région parisienne. Tu fêtes Papa Noël ou pas? Non, pas spécialement. t'en fous? En plus, j'ai horreur des fêtes de fin d'année. Non, mais c'est pour les enfants. Non, mais 31 décembre, tu fais quelque chose? Non plus. Non plus? Jamais rien. T'es à la maison? Non, non. Ouais. Jimmy? Bon, toi, tu vas faire grève, toi. Non, bah moi j'ai prévu. Non, alors pour le Papa Noël, j'ai passé une commande, j'ai commandé un nouveau président Ah, ouais. et j'espère qu'il va exaucer ma Bien commande. sûr, va falloir attendre un peu. J'ai commandé voilà. un nouveau gouvernement. Il va Ouais. falloir être patient. Non, mais sérieux, pour les vacances, fera une spéciale. Non, je vais quand même essayer de me barrer en week-end avec un pote Ouais. au bord de la mer en décembre. J'aime bien. Ça va où? Dans le nord? Ouais, j'aime bien aller sur la côte d'Opale, mais j'aime pas y aller en été. Je préfère y aller plutôt en fin d'année. Quand il y a du vent et de la pluie, j'aime bien. Ah ouais. Ça, c'est Ouais. bien les mecs de la CGT, ça. Non, Ouais. mais, C'est l'esprit de la lutte. C'est l'esprit de la lutte C'est des ça, classes, ouais, vous voyez. Eh, C'est les l'esprit grandes de la lutte des plages à classes. perte de vue, même s'il pleut, même s'il neige, Ah, c'est même de la s'il balle. vente, franchement, c'est super agréable. Tu mets une bonne doudoune avec, Exactement. Ouais, avec super, ta génial. capuche. Non, je te promets. Moi, je veux du c'est- soleil, moi. Bah écoute, fais Là, tu l'expérience. reviens chez toi, t'es bien. Fais l'expérience et tu verras. Je veux du Voilà. soleil. Non, mais alors vous savez ce qui est bien aussi? C'est du soleil aussi au sport d'hiver, sur les pistes là. Ah bah Oui, ça, c'est carrément. Ah, c'est C'est mortel. sympa. Tu Et en descends plus, ta le petite piste bronzage n'est rouge là. absolument pas le Moi, même. je vais pas au-delà de la rouge. Hein. Petite Oh, piste rouge. je ne vais pas au-delà de la rouge. Non, la noire, c'est trop compliqué pour moi. Oh oui. Mais la Trop bien. rouge, avec un bon rayon de soleil, comment c'est. Pourtant, c'est kiffant. mieux chez les rouges, Christophe. Avec le soleil Ouais. qui te caresse le visage. Voilà, c'est ça. Une caresse Et légère après, du t'as un soleil. Le bronzage. chocolat chaud à 19 €. Voilà, et bronzage restaurant tout de montagne. satiné. Une bière précieuse à 25 €. Non, du vin chaud. Du vin chaud. Ouais, enfin, il y Avec en de a la qui. cannelle dedans. Oui, c'est Mais spécial. halal, hein, attention. Du vin chaud, Ouais, comme bah. ça. Du vin chaud comme ça, t'es Tu me diras totalement, où est-ce que tu le trouves. Ah bah, non, Ah, non, totalement non. bourré Non, d'une mais femme parce de que piste. quand l'alcool, Avant de quand savoir. il est cuit ou réchauffé. Voilà, quand il est cuit, il n'y a plus d'alcool. Voilà. C'est Voilà. vrai, c'est vrai. Audrey, t'as Ouais. prévu quelque chose pour les vacances? Je pense que je vais aller faire un petit tour Où ça 2-3 jours du côté de Saint-Malo. Ça fait rêver aux vacances, hein, franchement. Faut le dire. Bah non, je suis désolée, Saint-Malo c'est très très bien. Qu'est-ce J'avais qu'il y a Karim Anouach Qu'est-ce que t'as hier qui me contre parlait Saint-Malo des Maldives hier, du Sri Lanka. Moi, je vous pars me parlez jamais en fin Saint-Malo, quoi. Non, mais tu rigoles ou quoi Saint-Malo c'est super bien. Ah oui, c'est beau, oui. Mais... Non, mais oh, ça Bon, va, ouais. dans un instant, on va filer au Qatar pour faire un Ouais. premier bilan de ce mondial. Franchement, on a eu un auditeur hier qui nous a appelé. Il a eu l'occasion d'y aller. Il y revenait d'ailleurs fraîchement hier. Et il nous disait que franchement, en matière d'accueil, d'infrastructure, C'est il le- n'a jamais vu un truc aussi C'est bien ce qui organisé. semble être. Enfin, c'est le discours qui semble être Ouais. celui de ceux qui reviennent en tout cas, Ouais. de tous les touristes, enfin tous les spectateurs qui se sont rendus là-bas, sont assez unanimes sur l'accueil, sur les infrastructures, sur. Enfin, en même temps, ça a coûté quelques Ça milliards. a coûté donc, un peu de blé. Oui, ouais. puis Mais, surtout, euh, ils avaient intérêt à ce que mais ce c'est soit quand même le cas. assez dissonant avec le discours que l'on peut avoir Ici, ouais. ici en Occident sur ce que peut être l'accueil dans un pays comme celui-là, quoi. Et grâce aux ouvriers aussi qui ont travaillé, qui ont laissé leur vie sur les chantiers. Oui, des ouvriers, Ah, il faut notamment y en avoir des aussi, employés de Mais- sociétés françaises. Mais alors Jimmy, j'ai envie de Notamment. te dire que ça, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Bah, à tous les niveaux, pas seulement au Qatar. Hein. En Ouais, France, oui, partout, exactement. Et par ailleurs, c'est antérieur même à la Coupe du Monde. C'est-à-dire que Ouais. Exactement. des gens qui meurent sur des chantiers d'envergure, Bien sûr. que ce soit au Qatar ou dans d'autres pays du Golfe ou même en Europe, je rappelle que sur le chantier du Stade de France, il y a eu des décès. hein. Bah, chez nous, Mais chez bien dans le sûr. ferroviaire, des fois, il y en a aussi.
aussi, Bien sûr. si c'est des choses Alors qui après, ça veut pas dire qu'il faut minimiser les choses, c'est pas du tout le contenu de nos propos, je me permets de parler pour tout le monde. Évidemment qu'on peut pas cautionner ça, C'est pas l'objet. et c'est pas En fait, l'objet, c'est pas l'objet. et c'est pas l'objet, voilà, je suis tout à fait Non, ce que je d'accord veux dire, c'est avec que c'est ça. bien d'y penser quand on est devant notre Bien sûr. avec la bière, notre petite bière, notre Oui, mais pizza ça- devant Non, mais la non télé, seulement on y bah, c'est bien pense, de mais en penser plus aux ouvriers on qui en vont a laisser leur parlé. vie sur les C'est-à-dire chantiers, qu'on quoi. peut pas dire que le sujet a été occulté dans cette séquence de la Coupe du Monde. Ce qui est important, ce qui aurait été important, c'est qu'on en parle avant. Parce qu'il y Exactement. a beaucoup de gens qui ont. Mais il faut tout le temps en parler, ça fait Et partie puis des... surtout, moi je m'attends à ce que on n'en parle plus après. C'est ça la réalité. Ouais, ça, c'est vrai, c'est c'est que un- c'est- une c'est fois pas- que la c'est Coupe pas du normal. Monde se sera normal. terminée, parce que sur les chantiers, sur les buildings, etc., qui sont construits dans ces pays-là, il y a des morts, mais c'est lié au fait notamment parce qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de droits sociaux, il n'y a pas de protection du travail, etc. Donc c'est toutes ces luttes que nous on a gagnées ici Ça en France commence qui petit vont à petit. arriver parce que c'est Ouais. c'est par la force des choses, Ça commence ça finira petit par à s'installer. petit. Mais Il y a c'est une société française qui moi, met c'est en examen, hein, l'hypocrisie propos. des Occidentaux dans cette affaire qui me heurte en réalité. Ouais, je suis C'est assez que d'accord. on ne voit ces choses-là qu'au moment où ça C'est où ça. ça nous préoccupe et on se demande pourquoi en réalité. D'où, là, comme tu disais, là Et où c'est je- pour ça qu'il y a aussi le fait, excuse-moi Jimmy, Vas-y, vas-y. c'est que évidemment que le Qatar a tout intérêt à ce que toutes ces réflexions en fait soient mises de côté, même si elles sont vraies, et effectivement offrir un accueil digne de ce nom, voire extraordinaire. Enfin, je veux dire, le Qatar, c'est l'un des pays. Pas que celui-ci, comme tu disais, les pays du Golfe, de du manière Golfe, générale. exactement. Tout est dans la démesure, donc forcément, je me mets à la place d'un supporter qui n'a jamais mis les pieds dans cette partie de l'hémisphère, enfin, ou de la Terre. S'il ne connaît pas, il a vu des images à la télé, mais je peux vous dire, pour être allé aux Émirats, j'ai vu ça, c'est magnifique. Donc forcément, à Doha, j'imagine que ça doit être mais le feu. De toute façon, nous-mêmes, on est en France, on regarde les images, on est complètement embarqué par cette ambiance. Et en plus, je rajoute juste ce petit plus, c'est que cette coupe, elle est juste, mais incroyable. Enfin, je veux dire, il se passe des choses, on s'y attendait pas. Et on reviendra là-dessus plus tard par Oui. rapport à certaines équipes que nous aimons très fort. Ouais, absolument. Et puis bon, bah, un petit salut particulier aux boycotteurs. Hein. Ils sont pas très nombreux finalement. Hein. Je pense qu'ils se font Je tout pense que discrètement. TF1. Non, mais c'est important de dire, comme tu le disais, Amine, droits sociaux, il parlait de droits sociaux, que les droits sociaux en France, on en a, il faut les conserver, il faut les développer, et que c'est pas tombé du ciel du jour au lendemain parce que le gouvernement est gentil, ça a été accroché par la lutte des classes, on s'est battu, on les a eu par la lutte, il faut les conserver, il faut les développer, c'est en se bougeant qu'on y arrive. Oui, mais Voilà. excuse-moi, mais le poids des syndicats aujourd'hui, on pourra en parler. Mais... Mais là, il faut quand même- revenir sur la Oui. direction syndicale Mais et c'est la, pas et la le base même- travailleuse. C'est pas, et le même militante. c'est pas les mêmes gouvernements. C'est grève comme on a connu c'est un en autre débat, je 95, dirais. Et juste Jimmy, pour faire- c'est fini. Hein. Pour faire la comparaison avec les pays du Golfe, enfin, pour certains pays du Golfe, certains ont moins de 50 ans quand même. C'est ça qu'il faut mettre en perspective. Exactement. C'est que en France, évidemment, il y a des luttes qui ont été menées, il y a des droits qui ont été gagnés, et tant mieux, mais il faut voir combien de temps ça a pris. La France, c'est l'un des plus vieux pays du monde. Et quand on vient reprocher un pays qui a 40-50 ans, vous allez au Qatar, vous allez aux Émirats, vous allez un peu partout dans les pays du Golfe, il y a 50 ans, c'est le désert. Et puis, il y si a tu personne. permets, Amine, moi je veux bien qu'on parle du Qatar, etc. Mais aujourd'hui, on parle de la France, 7e puissance mondiale. On est en train de devenir limite un pays de tiers-monde. Plus de Doliprane, quasiment des coupures d'électricité. Il y a 2 ans, on exportait Ouais, 10% d'électricité. Aujourd'hui, on est en train de l'acheter moi, à un prix fort. juste- Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Excusez-moi, on n'est pas. Les Non, donneurs pas- de leçons que nous sommes voilà, Pour régulièrement. l'instant- Moi, ça me fatigue, je vous le dis. Pour l'instant, ça reste un mythe urbain. Pas de Doliprane, s'il y en a, faut arrêter. On nous parle de coupure l'épidémie, d'électricité, on va en Ce matin, parler à la tout à pharmacie, il n'y l'heure. en avait pas, moi, pour Non, mes non, mais enfants. je Je partais t'assure, acheter il y a des des il y en avait pas. Ah oui, il y a une 3 pénurie pharmacies, pas de Doliprane. Mais de non. Doliprane, Ouais. bien entendu. Bah, Bah, évidemment. en tout cas, vers chez moi, il y en a. Alors mais- heureusement avec la famille on C'est finit toujours par intéressant. trouver du Doliprane quelque part chez, Ah bah là, chez un ami, je chez suis un... De toute choquée, façon, je c'est savais pas pas. Mais ce matin 3 pharmacies pas de Doliprane. Mais c'est Mais pas non. bon pour le foie, donc prenez pas cette connerie. Allez, Oui, dans un c'est instant, paracétamol. on file au Qatar avec Thierry de Oryx FM, la radio francophone du Qatar. À tout de suite. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le LGF pour ce jeudi 8 décembre. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2 avec aujourd'hui Audrey Pronesti.
journaliste, enseignante, et Amin Saha, qui est élu à la Courneuve, Jimmy Dalidou, conducteur de train à la SNCF, mais aussi militant, syndicaliste. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ton arc aussi? Auteur, analyse politique, tout ça quoi. Hein? Tout ça. Bon, les amis, on va filer au Qatar maintenant, puisque c'est là que ça se passe, c'est l'événement du moment, c'est le mondial, mais l'occasion aussi de parler, de faire le bilan, les amis, mais calmement. À l'occasion du mondial, découvrons chaque jour le pays organisateur grâce et avec la collaboration de la radio francophone Oryx FM au Qatar. France Maghreb 2, Oryx FM, une chronique quotidienne à retrouver dans le Grand Forum. Et nous sommes avec Thierry. Bonjour mon Thierry, comment ça va? Bonjour Christophe, ça va très bien, tout va bien. On commence par notre petit point météo. Quelle est la météo à Doha aujourd'hui? Alors, comme prévu, un temps un petit peu dégradé, beaucoup de nuages. Il a plu dans le centre du Qatar et dans le nord. Ouais. Et les températures, c'est 27-28 degrés maximum. Ça va, j'accepte les nuages, moi, à ces conditions. Bon, alors Thierry, le moment est peut-être venu un peu de faire le bilan de ce mondial. Oui. Le bilan des 2 premières semaines, puisqu'on a eu droit à 2 journées de repos et c'était justement l'occasion pour beaucoup d'institutions de présenter un premier bilan de ces semaines de mondial. Alors, le président de la FIFA, Gianni Infantino, s'est exprimé dans la presse locale. Il se montre très satisfait de cette Coupe du Monde au Qatar, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan de la fréquentation, l'audimat, et puis l'organisation qu'il salue, bien sûr. Alors, cette Coupe du Monde est très populaire localement, à Doha, avec plus de 2 millions de supporters dans les rues de la capitale, et un public présent également dans les stades, avec une fréquentation moyenne de 51 000 personnes pour les matchs. Les résultats des audiences télé atteignent également des chiffres records dans le monde. Déjà, plus de 2 milliards de téléspectateurs dans le monde. Et Gianni Infantino est certain, il se dit certain, d'atteindre les 5 milliards de téléspectateurs à la fin du tournoi. C'est une affaire à suivre. Quant au ministère de l'Intérieur qatarien, lui aussi a proposé un premier bilan de ces 2 premières semaines de tournoi. Et là aussi, c'est pour les autorités un bilan très satisfaisant. Les forces de l'ordre ont reçu plus de 585 000 appels d'assistance et demandes de renseignements. Et ils disent qu'il n'y a pas eu d'acte criminel majeur pendant ces 2 premières semaines. La circulation a été fluide, ça on l'a constaté. Plus de 21 500 véhicules ont été contrôlés et il n'y a eu aucun accident grave. De son côté, l'autorité de l'aviation civile a aussi communiqué. Il y a eu près de 13 000 mouvements d'avions en 2 semaines sur les 2 aéroports à Doha. Et le trafic a été géré sans accroc sur les 2 aéroports. La gestion des foules aussi a donné lieu à quelques satisfactions. Elle se déroule sans souci majeur. Par exemple, dans la fan zone, la FIFA Fan Festival, il y a eu 1 250 000 supporters qui ont fréquenté cette fan zone. Alors, la FIFA Fan Festival, c'est une zone dans le plus grand parc de Doha. C'est une zone qui s'étend à peu près sur plus de 14 hectares. Et on a à l'intérieur plein d'animations, de stands et bien sûr des écrans géants pour pouvoir suivre les matchs en direct. Il y a aussi des concerts. Et petite anecdote, cette semaine, on a eu le millionième visiteur qui a été récompensé. Il a eu droit à un ballon dédicacé par des stars du football et 2 tickets d'entrée pour la finale. Ça, c'est vraiment un chanceux. Sympa, ouais. On a eu droit aussi, pour la petite autre anecdote, on a eu droit pour la première fois dans l'histoire de la compétition, dans l'histoire du mondial, on a eu une Coupe du Monde des supporters. Alors, elle est calquée sur le vrai tournoi avec 32 équipes de 5 et elle représente les 32 équipes participantes. Il y avait les mêmes poules, en fait. Il fallait être âgé de 18 ans et avoir la nationalité ou être résident du pays que l'on représentait. Et pour l'histoire, c'est la Pologne qui a gagné cette première Coupe du Monde des supporters. Elle a battu la Serbie 4-0 en finale. Et puis les Français ont été bien représentés. Ils ont été éliminés en 8e de finale par l'Argentine au tir au but. C'était la Coupe du Monde des supporters. Et puis, autre anecdote, cette semaine, une anecdote assez sympathique. On a battu un record du monde ici à Doha. Ça a été la plus grande toile au monde qui a été inaugurée hier soir à l'Université du Qatar. C'est une toile d'un artiste
koweïtien, je crois, Imad Salehi. C'est une toile qui s'étend sur une superficie de 9652 mètres carrés. C'est à peu près la superficie d'un terrain de football. Et elle est rentrée dans le Guinness des records. Alors, cette toile, en fait, raconte l'histoire du ballon rond et elle restitue la mémoire de la Coupe du Monde. Bah écoute, incroyable Thierry, de sacrées infos aujourd'hui, bravo mon Thierry. Donc, vous l'avez compris, hein, Audrey, Amine, Jimmy, tout s'est bien passé, tout se passe bien, le bilan est plutôt positif, il est plutôt bon. Depuis le début d'ailleurs. Et je dois dire Thierry qu'un auditeur nous a appelé hier en direct pour nous dire qu'il revenait tout droit du Qatar, là il a assisté au match Maroc-Espagne. Et il a vraiment kiffé, il a salué vraiment l'accueil, il a salué les infrastructures. Alors il m'a dit qu'il n'y avait plus de place dans les hôtels, mais il avait dormi dans une tente. Alors pas une tente comme on peut l'imaginer, c'est une tente 5 étoiles, hein, pension complète et tout. Donc super, il était ravi. En tout cas, tous ceux que je connais qui sont revenus du Qatar sont absolument ravis et pressés d'y retourner. Donc franchement, le pari est plus que réussi pour le coup. Thierry, ça c'est une bonne chose. Voilà. Non, il y a vraiment une très bonne ambiance. Ouais. Surtout après la victoire des Marocains, il y avait la fête partout, ça dansait, ça chantait, ça criait. Et c'était vraiment super. Une très belle atmosphère ici à Doha. Et est-ce qu'il y a beaucoup de supporters marocains qui sont restés à Doha là, pour le match de samedi ? Ah, je pense qu'ils sont toujours là, oui. Ah oui, je pense que le stade sera rouge. Déjà, il y a une forte population. Déjà, ils jouaient un peu à domicile, là, les gars. À domicile, le Maroc, ouais, c'est clair. Il y a une forte diaspora installée au Qatar. Alors, est-ce que les Qataris, c'est comme ça qu'on dit, est-ce qu'ils soutiennent qui, là, en ce moment, dans ce dernier carré, là, dans cette dernière ligne droite de cette compétition ? Dernier octogone, plutôt. Est-ce qu'ils ont une petite préférence ? Alors, on voit un peu de tout. Alors, après l'élimination du Qatar, ils soutenaient énormément l'Arabie Saoudite. Oui, et là, chacun a ses préférences. Ça peut être l'Argentine, ça peut être le Brésil. Il y a de tout. C'est difficile à dire. Il n'y a pas de tendance précise qui se dessine. Est-ce qu'il y a des pronostics comme ça qui se font un petit peu aussi au Qatar ? Est-ce qu'on parie un peu sur qui sera en finale ou pas, Thierry ? Alors, les paris sont interdits ici. Non, mais les paris entre nous ou pas ? Les paris amicaux. Les pronostics. Non, les pronostics, il y a de tout, même chose. C'est chacun y va avec son cœur. Ouais. Non, je me lance pas dans ces pronostics-là. C'est vraiment chacun y va avec son cœur. Je dois dire quand même quelque chose de très important, c'est que dans toutes les compétitions de la Coupe du Monde, qui a lieu en France, en Russie, partout, à chaque fois on a autorisé finalement la consommation d'alcool dans les stades et aux abords, ça a toujours été le merdier. Et là aujourd'hui, on doit dire que le Qatar a interdit la consommation d'alcool aux abords des stades et dans les stades. Et ben on voit le résultat, pas de problème, pas d'affrontement. Donc bravo à vous, parce que voilà, quand on regarde ce qui s'est passé pour la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, et quand on regarde le Qatar, je pense que la France n'a aucune leçon à donner à qui que ce soit. Et encore moins au Qatar, pour le coup. Donc, bravo à vous, en tout cas, et merci beaucoup, Thierry. À demain, pour la 15e chronique, avec Oryx FM, la radio francophone, quand on va au Qatar. Voilà, vous allez rencontrer notre ami Thierry, Ouda, et toute l'équipe, évidemment, qu'on salue. Merci, mon Thierry, à demain. Merci, à demain. Ciao, dans un instant, 7e puissance mondiale, nous sommes. Et on nous parle de coupure d'électricité. Enfin, en tout cas, on agite le torchon de la peur. Est-ce que finalement, le gouvernement est en train de nous sortir comment dirais-je, bis repetita avec ces scénarios de la peur, alors que Macron s'est fâché un petit peu en disant non, il n'y aura pas de coupure, arrêtez d'agiter le torchon de la peur. C'est quand même ce même gouvernement qui l'a fait, quand même, repris par la presse et les éditorialistes. Alors, est-ce que vous croyez vraiment qu'il n'y aura pas de coupure d'électricité, comme le dit le gouvernement? Pas de panique, pas d'inquiétude, tout ira bien. Alors qu'il n'y a même pas une semaine, on parlait de délestage, on parlait de coupure, on parlait que même les gens qui sont équipés d'un respirateur ne seraient pas épargnés. Enfin, voilà où nous en sommes aujourd'hui, dans un pays en France qui est peut-être un pays qui est en train de se tiers-mondiser. On en reparle dans un instant avec Jimmy Dalidou, avec Amine Sarré et Audrey Fonesti. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le LGF, merci d'être avec nous en direct avec Audrey Prenesti, avec Jimmy Dalidou, avec Amine Sarré. Il paraît que c'est interdit de vapoter au travail, vous êtes au courant? De quoi? De vapoter. De ça, regarde. Je suis pas étonné. Ça me paraît normal. D'ailleurs, je tiens à informer nos auditeurs, puisque je leur dis tout, que nous recevions
hypnotiseur lundi, Xavier, qui fait un spectacle que je vous recommande d'aller voir. Ils sont 3 hypnotiseurs en spectacle au théâtre Le République dimanche soir à 19h, tous les dimanches à 19h avec le conte de Boudherbala. Ils soignent également. Ils soignent les addictions, les performances, et je dois y aller dimanche pour tenter d'arrêter de fumer. Donc je vous dis... Bonne chance. Bonne chance, merci. Christophe. Merci, bon allez, Amine. J'ai hâte de voir le résultat. Ah bah oui. Quel jour il vient quand? Non, il est venu lundi. Il est venu lundi. Non, on n'a pas pu le faire en direct parce que voilà, ça demande du temps, etc. Lundi, mais dimanche, je passe apparemment, entre les mains de ces hypnotiseurs pour tenter d'arrêter mon addiction au tabac. C'est mon seul défaut. Hein. Après, t'es peut-être pas réceptif, on verra. Hein. Ah, il a dit que ça marchait à tous les coups, alors je sais pas, on verra. Non, ça, j'y crois pas. Il y en a qui sont pas réceptifs. Il faut ouvrir son inconscient. Ouais, tu vois, mon inconscient. Ouvrir ses chakras. C'est ça. C'est chakra. Alors tiens, on va ouvrir notre chakra. On va reparler des futures coupures d'électricité, si tant est qu'il y en ait, puisque le gouvernement a précisé le plan mis en place en cas de problème. Et évidemment, depuis plusieurs jours, les attaques se multiplient de tous les côtés. Ça fait feu de tout bois entre la droite et la gauche pour dire que, évidemment, qu'on serait devenu un pays du tiers-monde. Le Rassemblement national, par exemple, a beaucoup appuyé là-dessus. Résultat, du côté du gouvernement, eh bien, on se met en mode défense. Tiens, écoutez Bruno Le Maire, hier matin, à la radio. C'est toute la mesure du Rassemblement national qui adore jouer avec les peurs des Français. Je rappelle que Marine Le Pen s'était prononcée contre le nucléaire il y a quelques années, donc qu'elle soit un peu cohérente par rapport à ses positions. Nous, contrairement à Marine Le Pen, nous ne sommes pas contre l'énergie nucléaire, nous la relançons. Alors c'est très intéressant d'entendre Bruno Le Maire, Emmanuel Macron, Olivier Véran, ce même Véran qui nous disait la semaine dernière possible à ce qu'il y ait des coupures d'électricité, aujourd'hui nous dit que non, il n'y aura rien du tout. Emmanuel Macron a parlé, le roi Macron a parlé, et tout le monde est un petit peu rentré dans l'ordre. Est-ce qu'on est en train de nous refaire un petit peu le scénario de la peur, les scénarios de la peur à l'image de la gestion du Covid, Amine ? On commence un peu à être habitué là avec Emmanuel Macron qui envoie l'ensemble de ses lieutenants allumer les braises sur les plateaux télé pour ensuite venir jouer un peu les pompiers et expliquer à quel point tout ce qu'ils ont raconté avant c'était des bêtises. Alors ça a plusieurs avantages. D'abord, ça le fait passer pour le gentil flic. Hein. Dans ce jeu de rôle, vous imaginez bien qu'il peut en tirer beaucoup d'avantages, notamment une opinion positive vis-à-vis du pays. Et puis ensuite, ça a un deuxième mérite quand même, il faut le dire, c'est que ça crée chez les Français un sentiment de panique lorsqu'on dit voilà, il va y avoir des coupures, etc., etc. Donc ce sentiment de panique a conduit quand même, il faut regarder quand même un tout petit peu les chiffres, a conduit à une économie d'énergie de près de 7 à 8% sur les derniers jours. Et c'est ce qui va notamment nous permettre sans doute de ne pas subir de coupures d'ici la fin d'année, voire tout au long du mois de janvier. Alors, ce que tu es en train de nous dire, pari réussi de la part du gouvernement. Alors je ne sais pas si c'est un pari réussi. En tout cas, on voit bien que il a souvent fait ça. Hein. Ça a toujours été la manière de gouverner d'Emmanuel Macron. C'est que d'abord, il commence par envoyer tous ses lieutenants expliquer à quel point la situation est grave, etc. Puis ensuite, il arrive pour un petit peu rééquilibrer ou en tout cas donner les bonnes nouvelles. Il apporte les bonnes nouvelles une fois qu'il a étalé tout un tas de mauvaises nouvelles dans l'opinion. Avec son fameux discours très paternaliste. Alors, je te rejoins sur ce que tu as dit, Amine. Le seul petit bémol que je voudrais rajouter, c'est que c'est pas si avantageux que ça pour le gouvernement parce que moi j'écoutais certains Français qui faisaient la queue dans les commerces et c'est très intéressant parce qu'au final j'entendais un client qui parlait avec sûrement un de ses amis. Il disait mais franchement ils nous disent que voilà ils vont couper le courant, mais alors par contre sur les Champs-Élysées ça brille de partout, on voit les décorations de Noël dans toutes les villes. Alors certes dans certaines villes il y a des horaires qui ont été établis, mais mine de rien, je suis assez d'accord. Les Champs-Élysées, jusqu'à preuve du contraire, ça reste de l'électricité, on est bien d'accord. Et il n'est pas question d'éteindre. Alors, c'est pas le centre du monde, mais le fait de faire trop peur aux Français, en fin de compte, ils ne prennent plus vraiment ça au sérieux. Par contre, effectivement, la baisse de la consommation pourra peut-être
justement aller dans le sens qui Sauf fait qu'on n'a pas eu des périodes de grand froid encore, comme on va en connaître la semaine prochaine. Exactement. Mais en tout cas, moi, je suis pas particulièrement surprise de cette politique de la peur. Ça a toujours été. Et juste pour terminer, un témoignage qui m'a vraiment choqué, c'était le porte-parole d'Enedis qui, en fait, soulignait le fait que les personnes qui avaient besoin d'un respirateur ou de machines qui consomment énormément d'électricité parce qu'ils sont malades, en fait, ils ne sont pas prioritaires pour être aidés. La seule chose qu'ils ont à leur disposition, c'est un numéro de téléphone qui n'a pas été cité d'ailleurs sur le plateau de la chaîne que je ne citerai pas. Et en fait, ce numéro-là, c'est juste pour vérifier 2-3 jours avant, si coupure il y a, que ces personnes-là, en fait, ont bien pris leur disposition. Mais je rêve, voilà. Jimmy, finalement, là pour le coup, le scénario de la peur, ça marche d'après ce que nous dit Amine. Ouais, tout à fait. Il y a deux choses. La première, la réaction de Macron c'est pas. En fait, c'est la grande loi de la contradiction qui met en exergue, c'est-à-dire premier aspect, deuxième aspect, thèse, antithèse. En fait, il réagit à une politique qu'il a lui-même mis en application. En fait, donc c'est un vieux stratagème politicarde. Mais personne ne tombera dans ce piège-là. Ensuite, je dirais que sur les coupures d'électricité, oui, ça va se faire parce que la France impérialiste est en train de se casser la gueule dans un contexte géopolitique compliqué. Et ce qui va se passer, c'est que moi, ce qui m'inquiète, deux choses. La première, comment ça va se passer pour notamment les TPE. Je pense notamment aux boulangers, etc., qui s'apprêtent à manifester. Il y en a plein qui annoncent fermé. Ouais, tout à fait. Il y en a beaucoup qui s'en sortent plus, clairement. Ils s'en sortent plus parce qu'en fait, les TPE, et pas seulement, les PME aussi, payent ce que les multinationales ne payent pas. Donc, en fait, les boulangers ne s'en sortent pas de par l'augmentation du prix des matières premières. Si on leur en rajoute en plus sur le dos des coupures d'électricité, je sais pas comment on faire parce que c'est pas la multinationale qui va couper l'électricité. De plus en plus élevées, des factures d'électricité. Tout à fait. Leur note d'électricité qui s'ajoute au coût des matières premières, c'est plus possible pour eux. Donc, il faut trouver une solution à ce niveau-là. Ensuite, le deuxième élément, Audrey le disait, c'est que, le directeur d'Enedis l'a dit, pour la préfecture et les autorités, les personnes, on parle quand même de plusieurs milliers de personnes qui sont branchées en permanence parce qu'elles ont besoin d'être branchées, malheureusement de dire ça, on parle, c'est une réalité, ils sont dans l'obligation d'être branchés pour pouvoir vivre. Alors, lorsqu'il s'agit des capitaux et du profit, ils sont prioritaires, mais lorsqu'il s'agit de malades qui ont besoin d'être branchés pour vivre, ils ne sont pas prioritaires. Ensuite, sur la peur, mais il n'y a rien de nouveau. En fait, le gouvernement a besoin de faire peur. Parce que la peur... Ça marche, la preuve. Bah oui, parce que la peur permet de contrôler la masse. Si vous faites peur à la masse, vous la contrôlez. C'est de l'émotionnel, c'est comme ça qu'ils se nourrissent. C'est comme le vampire qui se nourrit de l'émotionnel. Le capital se nourrit de l'émotionnel pour contrôler la masse. Donc tous les moyens sont bons pour faire peur et pour contrôler le peuple en France. Parce qu'il y a une colère qui grimpe et les Français s'en sortent plus. Je voudrais proposer d'écouter Olivier Véran hier à l'issue du Conseil des ministres, revenir un petit peu là-dessus et faire une espèce de mea culpa quelque part sans le faire réellement. Écoutez. Il a été évidemment question de cet enjeu de l'énergie avec une constante que je rappelle. Nous ne sommes pas en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures d'électricité cet hiver. Parce que parfois, à lire les journaux ou à écouter les chaînes de télévision, on a le sentiment qu'il y aurait quelque chose d'inéluctable avec des coupures qui interviendraient cet hiver. À lire aussi les documents qui sont distribués par le gouvernement et qui font état de ces coupures. Ça ne peut pas être que les journalistes. Je vais y venir très concrètement. Le rôle du gouvernement, le rôle des pouvoirs publics, le rôle des administrations, le rôle des préfets, c'est de parer toujours à toute éventualité. Il s'en sort très bien là, Olivier Véran, pour le coup, parce que quand il dit jamais il a été question d'annoncer des coupures d'électricité, il suffit de replonger dans quelques interviews, pas plus tard que la semaine dernière, c'est pas du tout ce qu'il disait. Donc je veux dire, voilà, aujourd'hui ils se foutent de la gueule du monde, c'est tout, et c'est très simple à comprendre, et en nous faisant comprendre qu'ils étudient tous les scénarios possibles, évidemment, au cas où, eh bien, on s'aperçoit aujourd'hui qu'ils maîtrisent rien en fait. On a l'impression qu'il n'y a plus personne qui dirige, il n'y a plus de capitaine à bord du bateau France pour le coup. C'est la question qu'on peut se poser. 01 40 33 9000, qu'en pensez-vous? On en reparle dans un instant. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Amine Saab, Audrey Pronesti, avec Jimmy Dalidou. Faut-il craindre ou pas des coupures d'électricité? Le gouvernement nous rassure et nous dit que non, après avoir agité une espèce de torchon de la peur pendant des semaines, accompagné des médias évidemment. Est-ce qu'il faut craindre des coupures d'électricité, Jimmy?
Ouais, non, mais je pense qu'il va y avoir des coupures d'électricité. Mais le problème aussi, c'est que même s'il n'y a pas de coupure d'électricité, il y a une augmentation des factures d'électricité. Ça, c'est clair. Le problème qui se pose, c'est qu'on constate que non seulement il y a une contradiction entre, d'un côté, de la contradiction un problème au niveau énergétique avec une France impérialiste qui est de moins en moins indépendante, notre pays malheureusement est devenu un pays commercial, pas un pays producteur. En France, on ne produit pas, on commerce. Le problème, c'est qu'à un moment, il faut voler de notre propre zèle, indépendamment de ce que dit Washington ou de ce que dit. Il faut être un peu autonome sur le plan énergétique à tous les niveaux. Deuxième aspect de la contradiction, c'est que on a des revendications au niveau intérieur social qui sont posées. On a un peuple. La majorité des Français sont des travailleurs. Alors, même ceux qui ne travaillent pas, ils sont issus de la classe ouvrière, des couches populaires. Appelons un chat un chat. Donc, et le peuple travailleur en France, la majorité des Français demandent qu'on augmente leur salaire parce qu'ils ne s'en sortent plus. Alors, d'un côté, on leur dit concrètement, on va vous couper l'électricité et de toute façon, si on vous la coupe pas, votre facture a augmenté, donc de toute façon, vous allez raquer. Et à la base, de toute façon, ils touchaient un salaire qui ne leur suffisait pas pour vivre convenablement. Donc à un moment, cette contradiction-là, je pense qu'elle est antagoniste et inconciliable, elle n'est pas résorbable, et à un moment ou un autre, ça va poser un véritable problème. Et je crois qu'à un moment, il faut qu'on prenne notre avenir en main. C'est pas normal que vous avez des multinationales qui ne payent pas et qui exportent leurs profits dans les paradis fiscaux et qui payent pas, et qu'on dit aux Français que non seulement ils vont subir des coupures d'électricité, mais même s'ils ont de l'électricité, de toute façon, ils vont payer cher. J'ai l'impression, finalement, et Amine y a fait référence, Audrey, tout à l'heure, qu'il y aura d'ici le 31 décembre là, beaucoup d'entreprises qui vont mettre la clé sous la porte parce qu'ils ne peuvent plus subvenir aux différentes augmentations, et notamment les factures d'électricité, de gaz. Je pense par exemple aux boulangeries auxquelles on a fait référence. Qui vont manifester d'ailleurs. Ouais, ça devient un problème, Audrey. Les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises ne vont pas pouvoir subvenir à ces augmentations. Bah bien sûr que ça devient un problème. Mais moi, contrairement à Jimmy, je pense qu'il n'y aura pas de coupure. Honnêtement, faut pas succomber à la peur. Premièrement. Deuxièmement, ils vont peut-être nous proposer des aides. Je sais pas, on sait jamais. Hein. Moi, j'ai entendu ça comme ça. Et puis bon, je pense que ce que Amine nous a dit tout à l'heure par rapport à la baisse de la consommation peut vraiment aller dans ce sens de favoriser le fait qu'il n'y ait pas de coupure. Vraiment. Et je suis d'accord avec toi, Jimmy, sur une chose, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes, d'ouvriers, de la classe ouvrière, mais pas que, hein, la classe médiane. Bien sûr, mais tu sais bien que de toute façon, la classe moyenne se prolétarise, c'est inévitable. Voilà, mais maintenant, je pense qu'avant de généraliser tous les problèmes qu'il y a autour de ça, je pense qu'il faut attendre, il faut vraiment pas paniquer parce que dans tous les cas de figure, si coupure il y a, et bah de toute façon, on sera passif et on n'aura pas d'autre choix que voilà. C'est pas une question de paniquer. Je pense que de toute façon, la majorité des Français ont prouvé qu'ils ne paniquaient pas. Ils vont travailler, ils sont très patients, etc. Le problème qui se pose, c'est une question de principe. Tu peux pas dire à un Français qui touche 1350 € net et qui, une fois que son salaire est tombé, est immédiatement, instantanément résorbé dans les factures et qui s'en sort pas, tu peux pas lui dire que oui, mais ça fait partie des charges tu peux pas lui dire de toute façon tu peux pas lui dire tu vas payer plus cher ton électricité, alors que dans le même temps tu as des multinationales par exemple ou des gars qui se baladent en jet privé, d'autres qui payent quasiment rien, et c'est inadmissible. Donc c'est pas une question de paniquer, c'est une question de prendre en main cette question qui est la question des inégalités sociales. Comment on fait pour résorber les inégalités sociales? Parenthèse, Amine. Ouais, petite parenthèse par rapport à tout ça, parce que il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette volonté de faire des économies d'énergie, et surtout pourquoi le discours change d'une semaine à l'autre. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie électrique, l'électricité, on ne peut pas la stocker. Donc, c'est pas parce qu'on va faire de fortes économies d'énergie qu'on va stocker des capacités en fourniture d'électricité qui va nous permettre de régler le problème sur plusieurs semaines, plusieurs mois.
En réalité, et vous allez voir que le discours du gouvernement va changer au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, parce qu'on va avoir des pics de consommation, où il va falloir à ce moment-là des pics d'économie d'énergie justement pour permettre de fournir de l'électricité à tout le monde. Et vous allez avoir en revanche des périodes de creux où il n'y aura pas, soit parce qu'on aura des prévisions météo qui seront plus douces, etc. On aura une consommation plus faible. Et là, le discours sera plus sympathique de la part du gouvernement qui va nous expliquer qu'il n'y aura pas besoin de coupure. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une forte demande en électricité et donc le gouvernement a eu un comportement agressif sur le fait qu'il y aurait des coupures, etc. Et ensuite, on s'est rendu compte que finalement, ça allait passer, on va pouvoir passer la période des fêtes sans encombre. Et donc là, le discours a changé. Et pourquoi, à votre avis? Tout simplement, et ça rejoint ce que disait Jimmy, c'est qu'en réalité, on ne veut pas avoir à aller acheter de l'électricité ailleurs. Parce que quand on va l'acheter ailleurs, elle coûte plus cher. Et du coup, elle se répercute sur les ménages. Et donc, évidemment, ça vient compliquer toute la situation dans le pays. Sur ce que tu disais, Amit, sur le stockage. Le problème avec le stockage, c'est que le gouvernement nous a dit quoi? À un moment, je ne sais plus si c'était Macron ou Bruno Le Maire, un d'entre eux disait que oui, mais de toute façon, on n'est pas tout seul dans l'Union européenne. Là où se trouve la confusion, c'est de croire que, en fait, ça fait des années que la France est subordonnée aux directives d'un triumvirat destructeur à Bruxelles et qui impose ces directives. Et pourquoi on nous a pas, ils n'ont pas cessé de nous dire que de toute façon on n'est pas seul et que de toute façon il y aura une solidarité au niveau européen. Et même si on ne stocke pas de l'électricité, il y aura un échange au niveau européen qui fait qu'on sera toujours fourni. Mais attention, parce que les pays capitalistes organisés au niveau européen, ils sont interdépendants, mais aussi, ils sont aussi en concurrence. L'interdépendance ne se substitue pas à la concurrence. Donc, ça reste des États-nations avec une souveraineté. Le non-stockage de l'électricité, alors qu'ils auraient pu le faire. La France n'est plus indépendante finalement. Là où elle l'était quand nos centrales étaient en bon état, quand on avait un entretien permanent de nos centrales, on pouvait même se prévaloir de vendre cette technologie et vendre de l'énergie en Europe et partout ailleurs. Sauf qu'aujourd'hui, on a plus de la moitié de notre parc de centrales qui est à l'arrêt. Une centrale qui aurait dû être terminée depuis 20 ans, on y a mis 20 milliards d'euros dont on ne voit toujours pas le jour. Et puis on a le gouvernement qui nous explique qu'ils vont construire de nouveaux petits EPR. Je vois pas à quoi ça correspond. On a ouvert une centrale à charbon, mais c'est temporaire. Mais est-ce que c'est pas la faute des écolos là pour le coup là qui nous ont emmerdés avec ça? Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut prendre le sujet. Je pense que les lobbyismes écolos, quand même, ils ont été vachement importants, justement. Oui, mais les autres n'ont pas tenu face à ce discours-là. C'est-à-dire qu'au moment où on est en train de lapider notre énergie nucléaire, qui est une énergie décarbonée, qui permet de l'électricité à moindre coût, etc., on a eu tous les politiques qui sont montés vent debout, et pas uniquement les écologistes, parce qu'à gauche, c'était quand même le discours permanent d'expliquer que le nucléaire, il fallait en sortir le plus vite possible. Sauf que, oui, il aurait fallu le faire, mais il aurait fallu le faire de manière progressive, avec des énergies renouvelables, avec des investissements massifs sur les énergies renouvelables. Sauf que ça n'a pas été fait. Et donc, aujourd'hui, on a à la fois l'éolien qui est complètement décrié, on a le solaire qui est une énergie intermittente dont on n'a pas développé suffisamment la technologie. Et donc, on se retrouve en difficulté. Alors, bougez pas, dans un instant, le gouvernement va quand même venir en aide aux travailleurs précaires avec l'annonce qui a été faite hier. Avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 pour cette deuxième heure du LGF. Amis auditrices, auditeurs, évidemment, vous pouvez nous appeler pour prendre part au débat au 01 40 33 9000. Nous parlions de l'électricité. Adieu la ristourne sur les carburants. Bonjour la prime pour les conducteurs les plus modestes. Cette ristourne de 10 centimes à la pompe dont tout le monde pouvait profiter prend fin, vous le savez, au 31 décembre. On connaît désormais le dispositif qui la remplacera. Une indemnité carburant de 100 € pour les Français qui ont des petits salaires. Ça devrait t'intéresser, mon Jimmy. Et qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Alors, qui va pouvoir en bénéficier? Eh bien, environ 10 millions de personnes, c'est ce qu'on nous dit, mais pas n'importe lesquelles. L'aide sera versée en fonction des revenus de 2021 pour une personne seule. Ce seuil d'accès correspond à un salaire de 1 315 € net maximum, 3 285 € pour un couple avec 2 enfants.
Selon Matignon, ce nouveau chèque carburant représente un rabais de 10 centimes par litre pour un travailleur qui roule environ 12 000 km par an. L'aide est cumulable. Un couple d'actifs qui possède 2 voitures pourront toucher 2 fois 100 €. Et électrique ou thermique, tous les véhicules, y compris les 2 roues, sont concernés. Pour réclamer l'aide, rendez-vous sur un site impôt.gouv.fr. À partir du 1er janvier, une fois connecté, bien indiquez votre numéro fiscal, la plaque d'immatriculation et le numéro de carte grise de votre véhicule. Il faudra aussi remplir une attestation sur l'honneur prouvant que vous allez au travail en voiture. Enfin, l'aide sera versée sur votre compte bancaire en janvier. Voilà ce qui a été annoncé hier. Ça va dans le bon sens, Jimmy, non? Ça devrait te plaire, ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais attendez, moi je pense que ces 100 €, c'est du foutage de gueule carrément, pour plusieurs raisons. 10 centimes par litre, ouais, effectivement, mais si vous mettez ça en corrélation avec ce qu'on appelle la TICPE, cette fameuse taxe sur les carburants, si vous payez par exemple comme ça, je coupe la poire en deux, si sur un litre de carburant vous payez 2 €, vous avez plus d'un euro qui sont directement versés dans les caisses de l'État via la TICPE. Donc ça c'est la première chose. Donc déjà il faudra agir au niveau de la taxe. C'est pas normal que le gouvernement se paye 60% du prix du litre, et à tous les niveaux d'ailleurs, hein. Je pense notamment aux véhicules d'urgence, les ambulances, etc. Et les conducteurs poids lourds, etc., etc. Ensuite, le deuxième problème, c'est que il y a une approche sélective. C'est inadmissible. On va demander une attestation sur l'honneur aux Français et ensuite ils vont étudier le dossier pour leur donner 100 balles. Moi, vous savez, ça me fait penser un petit peu à ce même être qui donne un os à son toutou, en fait. Bon, toi, t'es un bon toutou, je vais te donner un os. Toi, t'es un mauvais toutou, je te donnerai pas ton os. Vous voyez? Non, il y a un problème. Il faut agir là où on peut agir d'une manière palpable, immédiate. Il faut agir à 3 niveaux. Je crois qu'il faut intervenir sur les salaires, il faut augmenter les salaires immédiatement. Ça, le gouvernement a dit niet, donc c'est pas la peine. Ouais, mais il faut le faire. Ouais. Deuxième chose, il faut agir aussi, parce que si on augmente les salaires, on a parlé des TPE, PME, il ne faut pas que ça les péjore aussi. Donc deuxième élément, il faut agir sur les charges sociales patronales, notamment des TPE, PME. Il faut les exonérer d'une partie de leurs charges sociales pour qu'ils puissent augmenter leur salaire à minima pour pouvoir vivre décemment, payer moins cher leurs matières premières. Donc j'entends un syndicaliste dire ça. Et troisième chose, intervenir sur les prix, bloquer les prix. Donc si on augmente les salaires, qu'on exonère partiellement les charges sociales des TPE, PME, et si on bloque les prix, c'est là qu'il faut intervenir et que ça ira mieux. Parce que les 100 €, ils vont vous donner 100 €, ça vous fait un peu plus d'un plein. Mais ça va vous aller 2 semaines. Mais après, comment vous faites? Vous allez continuer à payer votre carburant trop cher. Et le SMIC, il sera toujours à 1350 balles. Je précise que le baril de pétrole ne cesse de baisser. Hein. Ça se voit pas forcément à la pompe, mais il baisse. Il était à 77 $ hier. Voilà, on a connu des pics bien plus hauts, évidemment. Amine, franchement, l'aide là qui est proposée par le gouvernement, la prime carburant, c'est destiné aux travailleurs les plus précaires. On reproche souvent au gouvernement de ne pas aider suffisamment les gens qui en ont besoin. Là, pour le coup, ça va concerner 10 millions de personnes. Et les gens qui vont particulièrement travailler avec leur voiture. Et je pense particulièrement à ceux qui habitent dans des endroits un peu reculés où il n'y a pas franchement de transport, dans les zones rurales. Ici, franchement, donner des primes carburant à des Parisiens, c'est un peu limite quand même. Non, ce qu'il faut regarder, c'est faire la comparaison entre le dispositif précédent et ce qui va se faire dans les prochains jours. Aujourd'hui, on a encore très peu d'éléments sur les modalités de distribution de cette aide, même si tu as énuméré quelques éléments. Ce que l'on sait, c'est que cette aide, elle va concerner entre 10 et 11 millions de Français. Ouais. On est loin des 38 millions de bénéficiaires qui avaient reçu l'an dernier le chèque anti-inflation, si vous vous souvenez, oui, qui avait été distribué automatiquement à 38 millions de personnes. Ouais. Je ne suis pas sûr que les 38 millions avaient nécessairement besoin de ce chèque de 100 €. Mais c'est pas grave, ça c'est un autre débat, oui, mais on va y revenir. Oui. Là, à ce moment-là, si je me souviens bien, je crois que c'était la règle, c'était aux alentours de 2 000 € de revenus par personne. Et que c'était cumulable dans un ménage où il y avait plusieurs fois 2 000 € de revenus. Donc là, on va être probablement sur un seuil. Ça veut dire qu'il y a 38 millions de personnes qui gagnent pas plus de 2 000 € par mois.
Ouais, ou autour, enfin c'était pas précis, mais on était quelque chose autour de ça. Et je suis pas sûr que c'était les plus nécessiteux à ce moment-là, mais c'est pas le débat que je veux soulever. Là, on va être sur un seuil qui va être nettement plus bas, sans doute autour du SMIC, hein, c'est ce qui a été dit. Donc 300 voilà, ce qui me paraît pas choquant. Ce qu'il faudra, il faudra passer alors par la plateforme ImpôtsGouv qui avec remplir une déclaration sur l'honneur, et puis ensuite le versement se fera automatiquement si vos revenus correspondent aux échelles qui ont été définis. Voilà, donc, les critères. mais ce qu'il faut regarder, c'est la dépense publique derrière. C'est-à-dire qu'on va passer d'un dispositif, la ristourne des 10 centimes qui a coûté 8 milliards d'euros, c'est ça qu'il faut rappeler, à un dispositif qui va coûter 1 milliard d'euros. Donc voilà. C'est une économie de 7 milliards d'euros pour l'État. Bravo, t'as été bon en maths, toi. Hein. Donc voilà, c'est plutôt... T'as été à l'école. On part quand même d'une dépense publique importante. Après, on peut avoir plein de critiques sur à qui était distribuée cette aide, puisque en réalité, la ristourne, elle était distribuée à tout le monde. C'est-à-dire même un milliardaire qui passait à la pompe, il avait ses 10 centimes sur oui, absolument. Donc, ça, c'est problématique. Ça, c'est gênant. Donc, sans doute qu'il fallait revoir la cible, mais passer de 8 milliards à 1 milliard et faire croire qu'on va distribuer de l'argent, c'est faux. Ouais, mais le quoi qu'il en coûte, on nous a dit c'est fini, hein, donc on a bien compris. On l'a bien compris, exactement. Voilà, Audrey, la seule cette prime au carburant là que je voudrais rajouter, c'est que je suis pas du tout d'accord avec toi, Jimmy, quand tu dis oui, il faut rentrer dans les petites cases, on nous demande tout un tas d'informations, on choisit de façon arbitraire qui a droit, qui n'a pas droit, mais clairement, je trouverais pas ça logique que des personnes qui ont un bon salaire ou moyen salaire, mais plus vers les bons salaires, bénéficient de cette aide-là. Voilà, c'est la seule chose que je voulais rajouter parce que vos deux... cibler un peu l'aide. Mais oui, il faut cibler. C'est quand même relativement malsain de devenir... mais oui, mais alors dans ces cas-là... Mais comment, Jimmy, on peut comment? Dans ces cas-là... tout le monde. Voilà. Non, mais vous intervenez... Si vous intervenez sur les 3 leviers que j'ai exposés, le problème se pose même plus, en fait. Oui, non, mais d'accord, mais ça, c'est utopique, ça, aujourd'hui. Bah non, c'est pas utopique. Ceux qui ont des gros revenus... Ceux qui ont des gros revenus... C'est social, mais il faut développer des luttes sociales. Il a dit non plusieurs fois dans l'histoire, mais si quand on y va et qu'on va droit dedans, bah il dit oui. Augmentation des salaires, c'est non. Il faut se bouger, il faut pas seulement se bouger pour la Coupe du Monde, il faut aussi se bouger quand on a un salaire trop bas, vous voyez. Donc si on se bouge parce que le salaire est trop bas, si on arrive à se bouger pour la Coupe du Monde, c'est qu'on peut se bouger pour le salaire et vous allez voir qu'ils vont dire oui à un moment. Oui, en 1968, ils ont bien dit oui, non? Oui, mais ils ont dit oui, 35% d'augmentation de salaire immédiate, d'une manière immédiate. Ils ont dit oui. Au début, ils ont dit non. Oui, mais sur le fait d'avoir ciblé l'aide à des travailleurs précaires, Jimmy, quand même, est-ce que vous pouvez reconnaître au moins une fois de temps en temps que le gouvernement a fait une bonne chose? Bah oui, enfin moi personnellement là je me dis que... Ou alors est-ce que vous êtes dans la contestation en permanence? Moi c'est les raisons pour lesquelles il l'a fait. C'est pas pour ces raisons-là qu'il l'a fait. Il l'a fait pour faire des économies de dépenses. Pas pour dépenser plus d'argent en faveur des plus précaires. Jimmy, parce que moi je veux bien, on peut critiquer, il est largement critiquable ce gouvernement, il n'y a pas de souci. Et quand il y a un geste qui est fait en faveur des travailleurs les plus précaires, ceux que tu défends à longueur de journée, Jimmy, il faut admettre. Oui, non, mais d'accord, mais tu peux saluer ou pas? C'est pas possible. Ce sont des rustines sociales. Ce sont des rustines sociales. On ne veut pas de rustines sociales. Alors oui, là par contre, je suis d'accord avec toi. Ce qu'on veut, c'est une solution à long terme. La pérennité de ce dispositif, je veux dire 1 milliard d'euros. Alors évidemment, quand on dit 1 milliard d'euros, on se dit waouh, non mais c'est peanuts, c'est peanuts. De toute façon, pour les syndicalistes, quoi qu'il arrive, c'est jamais bon. Non, mais c'est une rustine sociale. Nous, je rappelle que pour les quelques riches, c'était 4 milliards d'économies sur l'ISF. Dans l'essence des choses, et l'essence des choses, c'est le salaire. C'est que la force de travail exploitée soit rémunérée. T'as dit non, on n'augmentera pas les salaires, on fera pas de blocage de prix. Donc à quoi ça sert de continuer à parler de ça? Ça sert à rien. Pas avec ce gouvernement-là, en tout cas, Jimmy. Ouais, mais en même temps, même si le gouvernement, il va pas rester éternellement ici, ce gouvernement-là. À un moment, vous avez changé de gouvernement. Faut aller voter. Faut aller voter. Il n'y a pas d'augmentation des salaires, mais il y a une aide, donc quelque part, ça peut. Alors on a Linda. Non, je sais pas. Je dis pas que c'est la meilleure des solutions. De Nancy qui nous appelle. Bonjour Malinda. Bonjour. Comment ça va Malinda? Ça va, merci. Et vous-même? Bah écoutez, ça va. J'imagine que vous avez froid là-bas, dans Nancy, dans l'Est là-bas. Oui, effectivement. Il fait très froid. Bah oui, voilà. Mais bon, on va pas se plaindre. Bon, alors, l'aide de 100 €, la prime carburant, c'est une bonne chose, Malinda?
Et bien sûr, par contre, moi j'appelle parce que j'ai entendu une aberration là et je comprends pas comment est-ce qu'on peut tenir un tel raisonnement. Qui est coupable? On dit il faut pas que cette aide soit à destination des salaires un peu classe moyenne supérieure. Alors c'est pas ce que j'ai dit, pardon. La classe moyenne supérieure, c'est celle qui a le moins de pouvoir d'achat aujourd'hui. Je m'explique. Et je l'ai dit précédemment. Non, mais quand on a un salaire et qu'on est dans cette catégorie-là, on a le droit à rien du tout. C'est vrai. Absolument rien. C'est vrai. Donc, au niveau des aides pour la garde des enfants, on paye plein pot. En plus, généralement, quand on est dans la classe moyenne supérieure, on suit le chemin social logique qui consiste à acquérir une propriété. Alors, c'est pas des châteaux, c'est pas des manoirs, c'est des petites maisons généralement. On s'endette sur 18-20 ans là-dessus. Donc déjà, ça nous prend beaucoup. Ensuite, par exemple, je sais bien que l'exemple n'est pas l'argument. Moi, je fais 80 km par jour pour me rendre au travail. Et je n'aurai pas le droit, selon ce qui a été dit, je n'aurai pas le droit à cette aide-là. C'est quand même assez aberrant. Oui, c'est scandaleux, on est d'accord. On cible les plus petits salaires, je l'entends, mais si on regarde objectivement les faits, ceux qui ont le moins de pouvoir d'achat, ce sont les couples qui travaillent tous les deux et que l'on classifie dans la classe moyenne supérieure. Donc oui, la ristourne qui a eu lieu jusque début novembre, elle nous a aidés parce qu'on a pu respirer un petit peu au niveau du budget, mais généralement c'est la classe moyenne supérieure qui se retrouve à budgéter ses dépenses chaque mois et à compter chaque sou. Et je trouve ça, c'est une aberration. Voilà. Ouais, mais en même temps, il faut bien cibler, Linda. Il faut bien cibler à un moment. Je veux dire, aujourd'hui, c'est bien clairement affiché par le gouvernement. Il te dit, on va faire une prime carburant pour les travailleurs les plus précaires. Voilà. Vous, si on en croit un petit peu votre situation, vous n'êtes pas un travailleur précaire, Linda, aujourd'hui. Enfin, vous n'êtes pas une travailleuse précaire. Non, je suis pas considérée comme un travailleur précaire. Bah voilà, donc c'est clair. Mais en termes de pouvoir d'achat, moi je suis désolée, on ne s'en sort pas. Les classes moyennes, elles ne s'en sortent pas. Non, mais c'est vrai ça. Au même titre que les travailleurs précaires, on ne s'en sort pas. On a le droit à rien, Christophe. Je veux dire, moi je fais garder mes enfants, je paye presque 1200 € par mois. Et la CAF me rembourse 100 €. Je veux dire, à un moment donné, quand j'étais pas encore propriétaire, locataire, je n'avais pas les APL. Ma prime rénov, elle s'adresse pas à nous non plus. La prime de Noël, c'est pas pour nous. Les achats de la rentrée, c'est pas pour nous. Donc, mais c'est parce que tu gagnes bien ta vie, Linda, heureusement pour toi. Objectivement, économiquement, on ne peut pas. Oui, mais Linda, ça veut dire que tu gagnes bien ta vie, et tant mieux pour toi. Mais non, mais alors, ce qu'elle est en train de nous expliquer. Non, mais il faut bien distinguer les choses. Il y a le salaire. Ouais. Non, mais il y a le salaire et il y a les dépenses. Oui. Je veux dire, voilà. Comme je l'ai expliqué, quand effectivement on estime qu'on gagne bien sa vie, généralement, ça nous permet, par exemple, donc de faire un crédit pour la maison. Mais on est aussi touché par l'inflation. Moi, mon caddie, c'est pas parce que j'ai un salaire convenable que mon caddie est pas plus cher. Non, mais j'ai bien compris. Mais Linda, si je peux comparer me ce qui est permettre... comparable, pardon Audrey, 2 secondes. Ouais. Juste aujourd'hui, il faut quand même prendre en considération que quelqu'un qui gagne 2000 € dans une grande ville comme Paris, c'est quand même pas pareil que quelqu'un qui gagne 2000 € à Nancy, enfin dans la région de Nancy. C'est quand même pas pareil du tout. Les loyers sont vraiment pas les mêmes. Mais excuse-moi, mais non. Généralement, les loyers, les salaires à Paris sont quand même plus élevés. Alors moi, je suis dans la fonction publique territoriale. Ouais. On a déjà tenté de me recruter pour la région parisienne. Ce qu'on me proposait, c'était proportionnel, effectivement, à la ville de Paris. Ouais. Je veux dire, je connais pas certains de mes collègues de la fonction publique territoriale qui sont à Paris gagnent le double de moi pour le même travail. Mais ça, c'est le régime indemnitaire. Ben oui, alors, juste Linda, si je puis me permettre pour répondre à ce que vous avez dit juste avant de commencer votre intervention, je n'ai pas dit que les classes moyennes, voire un peu plus, et les gros salaires ne méritaient pas et n'en avaient pas besoin. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit que les salaires précaires, là, ce sont en tout cas ceux qui en ont besoin le plus. Je fais pas de comparaison, mais c'est ceux qui en ont besoin le plus. Et là, en fait, ils ont orienté l'aide. Et c'est vrai que je rejoins un petit peu Amine sur le fait que ça a aussi permis de faire des dépenses, pas des dépenses, des économies.
des économies. Voilà, mais à aucun moment, je n'ai dit que les classes assume, moyennes... tu peux dire, ah, tu peux dire à Linda qu'elle gagne trop, et puis c'est tout. J'assume tout ce que je dis, mais clairement, ça a été mal compris. Voilà. L'objet principal de mon intervention, en fait, c'est plus global que la simple chose. Oui, bien sûr, j'ai bien compris. C'est que systématiquement, sous prétexte qu'on gagnerait 2 000 € par mois, eh bien, on est riche. Ce n'est pas vrai. Non, quand on gagne 2 000 € par mois, à partir de combien on est riche, Linda? Non, mais vous enlevez 700 € de crédit immobilier, ouais. Vous enlevez 1 000 € pour la garde des enfants, vous enlevez 300 € de budget essence. Et ben, avec ce qui vous reste, il faut t'es en galère, comme les autres. Donc maintenant, si on me dit, salaire, quoi. ah mais non, parce que j'en vois certains, j'en entends certains dire, oui, bah alors dans ce cas-là, fallait pas acheter une maison. Oui, mais je me serais retrouvée dans le même cas de figure parce que avec 2 000 €, et ben, on n'a pas le droit aux APL. Donc même en location, moi, à l'époque, j'habitais sur Metz, c'était 780 € de loyer, donc sans APL. Donc à un moment donné, c'est le serpent qui se mord la queue. On nous demande de travailler. On nous demande de donner de la valeur au travail pour qu'au final, ce sont ceux généralement qui travaillent dur, qui font des calculs d'apothicaire à la fin du mois. Et je trouve ça franchement déplorable pour un pays comme la France. Bon, bah merci beaucoup Linda, on a bien compris. On a bien compris. Tu pars en vacances ou pas, Linda, pour la fin de l'année? Eh ben non. Ah bah non, il n'y a plus de sous, il n'y a plus rien. Ouais. Ah bah c'est compliqué. Voilà, moi il y a un truc que je comprends pas, Linda, Jimmy, Amine, Audrey. On nous dit que les gens sont dans la galère et je veux bien l'entendre et le comprendre. Hein. Je veux dire, je suis le premier concerné. Mais quand tu vas dans les centres commerciaux, c'est blindé. Quand tu vas dans les restos, c'est blindé. Quand tu vois les agences de voyage, elles font pas la grimace, au contraire, pour les vacances de fin d'année. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe, quoi? Les gens, ils consomment, ils s'en foutent, ils s'endettent, ils font des crédits pour partir en week-end. Christophe, dis-toi que le nombre de Français qui s'endettent... Ouais, bah toi, t'as pas le temps, mais je veux dire, viens, en ce moment, c'est un truc de fou, le monde qu'il y a. Non, mais le nombre de Français qui s'endettent, ne serait-ce que pour pouvoir payer leurs factures... on est loin d'imaginer. Leur loisir, bien sûr, mais là, je parle des dépenses incompressibles comme l'essence, l'énergie. Je t'embrasse, Linda, merci beaucoup. Oui, bon courage. À bientôt, au revoir. Bon, bah écoutez, personne n'est jamais content finalement. Hein, c'est ça. Non, mais elle a raison sur ce qu'elle dit, on va pas se mentir. Oui, mais bon, Jimmy, il est pas content. Non, mais tout à l'heure, je disais, il y a une prolétarisation de la classe moyenne. Déjà, à l'époque des Gilets jaunes, c'est ce qu'on disait. Oui. C'est lié au système, en fait. Sont où les Gilets jaunes? Non, mais je veux dire, il y a une prolétarisation, elle l'a dit, la dame. C'est-à-dire que. Comment tu peux poser cette question, elle est prolétarisée. Sérieusement. Les conditions d'existence entre la moyenne et le prolétaire sont pareilles. Bon, sont les allez, dans jaunes, un instant, on change de sujet. Vu la crise. Notre débat, le Maroc peut-il le faire? Le Maroc va-t-il le faire? Vous êtes 58% à dire oui sur le Grand Forum FM2 et vous au 01 40 33 9. Et qu'en pensent nos débatteurs ici? Le Maroc peut-il pas le Portugal? A tout de suite. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Dalidou est avec nous, Audrey Pronosti ainsi que Amine Sa sur France Maghreb d'aujourd'hui dans le LGF. Demain, tiens, on parlera du film Le Frangin et on recevra la famille de Abdel Ben Yahya, un peu en colère par rapport à ce film d'ailleurs. On en reparlera demain, évidemment avec Enver de Santos, avec Sofiane Garbaoui, avec Tarek Mami notamment. Et on est avec Samia qui nous appelle de Reims, qui veut nous parler de la prime pour des primes de 100 €. Là. Samia, bonsoir, bienvenue dans le LGF. Bonsoir, je vous appelle parce que je suis un peu en colère par rapport à ce que je viens d'entendre avec Linda. Oui. Je soutiens entièrement cette personne parce que je suis exactement dans le même cas qu'elle. Je fais des kilomètres et des kilomètres, j'ai un salaire qui est complètement convenable, comme cette dame, sauf que je paye tout plein pot. Ouais. Et le souci, c'est quelqu'un qui a un salaire bas et qui habite à côté de son travail et qui prend sa voiture. Est-ce qu'il aura droit à la prime malgré tout? Oui. Bah je sais pas, tu dis oui, j'en sais rien. Non, si, c'est quand tu... On n'a pas l'ensemble des modalités. On n'a pas encore l'ensemble des modalités. En tout cas, par rapport aux critères qu'on a énoncés et qu'on a pu... les informations qu'on a pu... que oui, mais comme ça reste assez... Oui. Ça reste quand même assez pas transparent parce que en réalité, on fait sa demande sur ImpôtGouv et on attend de voir si on est tiré au sort, quoi. Ouais, on attend la réponse, quoi. C'est un petit peu le cadeau de Noël après Noël. Si vraiment quelqu'un dans ce cas-là a la prime, c'est pas logique que quelqu'un de la classe moyenne, comme dit Linda, qui paye tout plein pot, qui a des gardes à 1 200 €, n'ait pas le droit au chèque alors qu'on fait 80 km par jour. Ouais.
Alors il y a la prime gros consommateur aussi hein, qui devrait avoir... Ouais, bah, c'est vrai que le dispositif est encore pas totalement clair, ma chère Samia, et il va y avoir d'autres dispositifs annoncés, je pense. Voilà, ça, évidemment. Je pense aussi à la dame précédemment qui disait qu'elle faisait 80 km, je pense qu'elle pourrait être concernée par la... Et vous, Samia, vous faites combien de kilomètres par jour pour aller au boulot? Comment? Vous faites combien de kilomètres par jour pour aller au travail, vous? Moi, je fais 60 km exactement par jour. D'accord. Et vous travaillez dans quoi, Samia, si je puis me permettre? Je suis assistante logistique. Assistante logistique, donc... Voilà, tout ce qui est gestion de stock, etc. Je gère tout ça. Donc j'ai un salaire moyen, je fais partie de la classe moyenne, mon mari travaille. Ouais. Il a un salaire qui est à peu près équivalent au mien. Donc on fait partie de la classe moyenne, c'est-à-dire qu'on a droit à aucune aide. On paye les crèches hors de prix, on paye les cantines hors de prix. Et à la fin du mois, ils ne nous reste rien. Ouais, alors finalement, si on écoute un petit peu le témoignage de Samia et de Linda. Il y a les travailleurs précaires, c'est vrai, ceux qui touchent le SMIC, et puis il y a ceux et celles comme Nadia, comme Samia, pardon, et comme Linda, qui font partie de ce qu'on appelle la classe moyenne, mais qui n'ont droit à rien, donc qui sont davantage taxés finalement, et pas aidés du tout, et ces gens-là finalement se retrouvent au même statut que quelqu'un qui touche le SMIC. Exactement, c'est exactement ça. Et quand on écoute Linda et Samia, et pas que, parce que d'autres Français ont témoigné par rapport à la distance qu'ils devaient parcourir pour arriver sur leur lieu de travail, la moyenne à peu près, c'est 50 km par jour. La moyenne, c'est hallucinant. Hallucinant. On est obligé de sortir de la ville pour pouvoir construire une maison, parce qu'en ville, c'est inabordable. Les prix immobiliers, c'est inabordable. Ouais. On sort de la ville pour pouvoir construire, mais on est obligé de faire de la route. Sauf que quand on a construit, le prix de l'essence, il n'était pas à un tel niveau. Donc aujourd'hui, on se retrouve coincé parce qu'on habite loin de notre travail, mais les prix explosent. Et c'est pas fini parce que les aides qui ont été diminuées, c'est vrai, mais elles sont encore là, de 10 centimes de l'État et plus les 10 centimes de Total prennent fin les deux le 31 décembre. C'est-à-dire que le 1er janvier, on va se réveiller avec un peu la gueule enfarinée, avec c'est-à-dire une augmentation de 20 centimes sur le litre d'essence. Et ça fait mal, c'est vrai que dans un... Au jour d'aujourd'hui, moi je me demande, j'ai même été voir ma chef, je lui dis je sais pas si je vais continuer à travailler ou alors si je vais arrêter, parce que je perds plus d'argent à travailler et j'en gagne pas, quoi. Je perds de l'argent à aller travailler, alors que si demain je me retrouve au chômage, je vais pas faire d'argent, quoi. Je vais être exactement au même niveau. Bah vous allez économiser notamment les gardes d'enfants, les cantines et tout ça, quoi. J'ai 1 200 euros de garde. J'ai 1 200 euros de garde, c'est énorme. C'est énorme, ouais. Et est-ce que la politique du télétravail fonctionne encore dans votre entreprise? L'employeur n'a jamais voulu qu'on fasse du télétravail. Il est anti-télétravail. Oh là là. Ça ne fait pas partie de la maison, ce n'est pas la mentalité de la maison. Pourtant, nous sommes dans une démarche RSE, et malgré la démarche RSE de l'entreprise, nous ne sommes pas... ils sont pour le covoiturage, pour les transports en commun, sauf que c'est pas possible. Quand on a des enfants et qu'on a des horaires à respecter, ce n'est pas possible. Merci Samia pour votre témoignage très frappant comme celui de Linda d'ailleurs. Merci beaucoup Samia et bon retour à la maison. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Au revoir, à bientôt. Mohamed est avec nous aussi. Salut Mohamed. Salut Christophe. Salut aux chroniqueurs. Bonsoir. Bonsoir. Sur le même thème. Pour revenir à ce que tu disais Christophe, il faut cibler. Effectivement cibler, mais bon, les petits on les cible pour les aider, tant mieux. Mais on peut cibler aussi les blindés. Moi, je fais partie, grosso modo, de la classe des 2 personnes qui viennent d'appeler, grosso modo. Ouais. Moi, j'ai pas le souci de l'essence parce que j'ai véhicule de société, donc j'ai pas ce souci. Je vais avec et je reviens, donc j'ai pas trop ce sujet de... Mais cibler les blindés, là, on voit à chaque fois, ils esquivent les trucs, ils font chaque fois une loi pour esquiver plus ou moins et eux, ils sont bien placés pour tout ce qui est niche fiscale et compagnie. Voilà, donc déjà cibler, oui, mais cibler les bonnes personnes. Ils n'ont même pas besoin d'esquiver quoi que ce soit, hein. C'est même le gouvernement et Emmanuel Macron qui leur dresse le tapis rouge à ces grandes fortunes. Ils font partie, c'est la même populace. Macron il fait partie, il va pas se tirer une balle dans le pied. Donc voilà, c'est des gens blindés, ils se tiennent les coudes entre eux, comme on dit. Ça c'est une chose. Et par rapport à la consommation, je suis entièrement d'accord avec toi, Christophe.
je sais pas, je vais relativiser un petit peu. Bon, il y en a qui vont sursauter peut-être, mais on n'est pas en crise. Parce qu'en crise, on met pas du coca ou des gâteaux dans le caddie. On met de l'eau, du lait, du sucre et de l'huile et on rentre chez nous. Donc il y a il y a la surconsommation à fond, quoi. On a tous l'écran plat. Ouais, ça consomme de ouf. Ouais. Voilà. Ouais, mais c'est vrai, il a raison, Mohamed. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend Samir, on entend Linda, et je les entends parfaitement. Je veux dire, on entend Mohamed aussi. Mais d'un autre côté, je veux dire, on n'a pas l'impression que c'est la crise, quoi. Il y a une explication à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus nos revenus baissent et plus on consomme, plus nos revenus augmentent et plus on épargne. Et ce qui est souhaité en ce moment en période d'inflation, c'est que les ménages consomment le plus possible pour justement relancer la machine économique. C'est qui parlait? C'est Amine. Amine. Non, Jimmy, c'est ton pote, lui, c'est camarade syndical. Pardon, Amine. Oui, entièrement d'accord. Et après, c'est le but du jeu de tous ces pays qui s'évoquent. Enfin, la France, c'est plus un pays qui s'évoque, c'est un pays développé. C'est le but du jeu, c'est consommer un maxi. Un maximum. Les EDF, ils se frottent les doigts que tu consommes à tout va. Tu vas payer. Qu'est-ce qu'ils s'en fout que ton appareil est en veille ou pas? Tu vas payer. S'ils veulent vraiment réguler ça, ils vont dire attention. Je donne un exemple. Moi, je suis dans le bâtiment. Je donne un exemple vite fait. Les convecteurs, je veux plus un seul convecteur qui sort des entreprises à plus de 3000 watts, par exemple. Et hop, comme ils ont régulé à 80 à l'heure, ils ont su le faire. Parce qu'ils y trouvaient leur intérêt. Ben là, ils veulent pas. C'est pas des choses qui les intéressent parce que tu payes. Et c'est à tout va. La pub, elle est à tout va. C'est un pays de consommation. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Et plus t'es petit, tu veux te valoriser, tu veux vivre comme tout le monde. Alors tu Exactement. Merci Mohamed. En tout cas, merci de ton appel au 01 40 33 9000. Si on pouvait faire une petite conclusion à cela, finalement, c'est que c'est franchement pas évident, finalement, quand on est au gouvernement de Jimmy, de trouver la bonne solution pour satisfaire et aider, accompagner. Il soulevait un élément important, l'intervenant. Il disait que Macron ne va pas se tirer une balle dans le pied parce qu'il s'entraide. Bah oui, effectivement, on est en plein dans le sujet. Il a raison. C'est que, en fait, c'est une classe. Le gouvernement représente une classe sociale dominante. De plus, propriétaire des moyens de production. On ne développera pas là-dessus. Jimmy, c'est ce que les Français ont voulu. Ils ont voté pour lui. Voilà. Bah, ils ont voté parce que on leur a dit finalement, ils n'ont pas voté ce qu'ils voulaient véritablement voter. Ils ont voté ce qu'on leur a dit qu'il fallait qu'ils votent. Notamment les. C'est trop facile. Notamment les intervenants qu'on a eu là, la classe moyenne plus ceux qui sont. Et puis tout le monde n'a pas voté. 3 000 euros par mois. Je suis désolé, ils sont les fervents électeurs du macronisme et donc il faut maintenant assumer. Ils ont eu 5 ans. Ils ont eu 5 ans. Ils ont reproduit la même erreur en votant pour lui en 2022. Il faut maintenant l'assumer jusqu'au bout. C'est trop facile. C'est trop facile de dire que c'est pas de leur faute. Deux choses. Du problème. Mais si, parce qu'en fait, le rouleau compresseur de l'agitation propagande a utilisé l'épouvantail de l'extrême droite qui a répercuté toutes les votes vers Macron. Et deuxième chose, c'est qu'il y a eu quand même des abstentionnistes qui n'ont pas été votés. Mais dans ce pays, on a un premier tour et un deuxième tour. On a la possibilité de choisir au premier tour. Ils n'ont pas choisi. Que les Français sont de moins en moins réceptifs à la peur. Donc, alors là, je suis d'accord. Quand il y a eu le scrutin du deuxième tour... le socle du premier tour du président de la République en 2017 et en 2022 est quasiment le même. Ouais, c'est ça. Il est autour de 22%. Je suis désolé. T'as une augmentation des abstentionnistes aussi entre les deux. Oui, mais son socle est resté. Et ce socle-là, ces gens-là en font partie. Mais ça veut dire aussi que ceux qui votent Emmanuel Macron, ce sont justement les gens de la classe moyenne et les gens les plus aisés aussi. Exactement. Voilà. Plus de 50% des gens, ils en avaient marre de la politique. C'est les gens qui viennent aujourd'hui. Que les gens les plus aisés votent Emmanuel Macron, c'est de bonne guerre, ils ont raison, je ferais pareil si j'étais à leur place. Forcément. En revanche, que ces gens-là, qui font partie de la classe moyenne et moyenne plus, les CSP+, votent pour Emmanuel Macron une première fois, se font entuber et viennent réitérer la même erreur en 2022, il faut maintenant qu'ils en assument les responsabilités. Bon, on accueille Houssen qui est avec nous. Salut Houssen. Houssen, baisse ta radio. Christophe, salut tout le monde. Salut Houssen. Les gars, calmez-vous là. Moi je fais partie de la classe moyenne, mais j'ai pas voté pour Macron. Hein. Non, on n'a pas dit tout le monde. Pas tous, heureusement. Sinon il aurait été élu au premier tour. Ouais, oui. Non. Sincèrement, comme l'analyse de l'autre était très exacte, ils ont monté le Front National et on n'avait pas le choix, c'est tout. Sinon, non, c'est pas vrai ça. Arrêtez avec ça, ça marche plus, ça marche plus, cette histoire de Front National.
Ah, si. Mais au premier tour, il fallait bien voter. Faut quand même se resituer dans le contexte. Hein. Oui. Attendez, moi, ok, je veux bien être d'accord avec Amine, mais à un moment donné, il faut quand même se rappeler que lorsqu'il a fallu voter, même s'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas forcément envie de voter Macron et qui ont voté Macron parce que ils ne voulaient pas de Le problème, c'est ceux qui votent pas au premier tour. C'est au premier tour. Mais je suis d'accord. Arrêtez de venir pleurnicher après, quoi. Je pleurniche. Vous savez ce qu'on dit? Je ne pleurniche pas. En France, on choisit au premier tour, on élimine au second, exactement. Donc l'élimination de Marine Le Pen, on l'a faite au second tour, pas au premier tour. Exactement, oui. Hossein. On n'avait pas le choix, il n'y a pas. Il y avait toujours le choix, arrêtez. Il y avait 12 candidats, il y avait le choix. Il y avait 12 candidats. Actuellement, là, qui c'est qui va nous représenter? Il n'y a personne. Il n'y a que Macron et Le Pen. Non mais attendez, c'est pas vrai. Moi je fais de la pub à personne, mais Mélenchon il était à 2 doigts de passer au second tour, donc c'est pas vrai. C'est lié au PCF, ça cause du PS. Oui mais ça c'est autre chose. Les électeurs sont responsables de leur vote. C'est pas la faute des électeurs ça. Si le PCF, c'est le PCF qui a que la gauche soit divisée, elle a une responsabilité là-dessus. Que la gauche soit divisée, elle a une responsabilité là-dessus. Je suis parfaitement d'accord. Mais les électeurs ne se sont pas mobilisés, et notamment les électeurs de gauche ne se sont pas suffisamment mobilisés. Donc ils doivent en assumer la responsabilité. Oui, alors tu dis qu'ils doivent prendre leur responsabilité, mais beaucoup de Français s'éloignent de plus en plus de la politique. Vraiment. Ça c'est autre chose. Oui, non, c'est pas autre chose. Je vais te dire pourquoi. Je parle pas de l'abstentionnisme. Un désamour vis-à-vis de la politique, c'est une réalité. Je vais même plus loin. Merci Houssen, il a raccroché. Ils en ont peur. Ouais. Ils en ont peur, réellement, parce qu'ils se disent, oh là là, toutes ces magouilles, tout ça, ça me dépasse, je veux même plus en entendre parler. Attends, Audrey, si tu veux pas que la politique t'en occupe, je parle pas pour moi, je parle de gens que j'ai interviewés. Non, mais je sais, j'ai compris. Oui. Mais si tu veux pas t'intéresser à la politique, la politique va s'occuper de toi. Mais oui, je suis d'accord avec vous, je suis une convaincue là-dessus. Voilà. Donc au bout d'un moment, je veux dire, il faut quand même assumer ses responsabilités. Même aux élections locales, on observe des taux d'abstention à hauteur de 70% dans certaines communes. On peut pas dire que les élus locaux ne sont pas mobilisés au quotidien pour leur s'intéresser à la politique. Donc en réalité, c'est qu'on est dans un monde aujourd'hui individualiste. Je crois qu'Amine, on a énervé Linda, je crois. On a énervé Linda. Je m'attendais à recevoir le coup de fil de Linda. J'en étais sûre. Qu'est-ce qu'il y a, Linda? Non, mais quel aplomb! Quel aplomb, monsieur! Mais quel aplomb, monsieur! Sur quoi vous vous basez pour affirmer ceci avec un tel aplomb, monsieur? Affirmer la classe moyenne supérieure, monsieur, n'a pas voté pour Emmanuel Macron. Eh ben regardez les instituts de sondage. Qui s'est abstenu entre les deux tours, monsieur. Mais regardez les instituts de sondage. C'est ce que je te disais, c'est des tout le monde n'a pas voté Macron. Moi je suis content parce que j'ai dit la même chose qu'Amine, mais c'est Amine qui prend. Elle a raison, Linda. Mais regardez les instituts de sondage. Non mais Linda, attends, on peut se parler franchement. Que toi tu n'aies pas voté Emmanuel Macron, je l'entends, Linda, je te connais suffisamment. Mais c'est pas elle que je vise, d'ailleurs. Mais il faut reconnaître, Linda, que d'après les instituts de sondage, c'est quand même cette catégorie et cette classe qui a voté en particulier pour Emmanuel Macron. Linda, c'est un fait. Ils ne sont pas la majorité des électeurs de Macron. L'électoral de son premier mandat n'a pas bougé. Oui, il n'a pas bougé. Sur la deuxième élection, excusez-moi, la classe moyenne supérieure n'est pas celle qui a le plus voté pour Emmanuel Macron. Faut arrêter d'affirmer ce genre de choses. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit, si vous avez entendu. Si. Ce que je dis, c'est que dans cette classe-là, vous êtes une majorité à avoir voté Emmanuel Macron. Je ne dis pas que vous êtes la majorité des électeurs d'Emmanuel Macron. Ce sont deux choses différentes, madame. Vous avez affirmé avec aplomb que c'était la classe supérieure, la classe moyenne supérieure, pour reprendre vos mots. Avec ton direct dans le LGF, on parle vrai ici, vraiment. On essaie en tout cas, autant que faire se peut, de parler vrai et d'essayer de parler avec nos tripes. Aminsa est avec nous sur France Maghreb 2. Audrey Prenosti également. Jimmy Dalidou aussi. Très calme, hein, notre gréviste aujourd'hui. Je te trouve calme aujourd'hui. Laisse-le calme. Ouais, d'accord, ok, très bien. Ok. Alors, on va parler d'un sujet évidemment. Pas la peine de chauffer. Beaucoup plus sympathique finalement, c'est le foot évidemment, et ça, c'est aussi l'opium du peuple quelque part. Hein. L'opium du peuple, hein, c'est joli. Ah oui, non mais c'est joli. Bah, évidemment. Tu sais qu'Emmanuel Macron est en train de fréquenter tous les médiums de France pour lui demander si la France va remporter la Coupe du Monde ou pas. J'imagine en tout cas qu'il doit l'espérer
parce que il se dit pendant que le peuple sera occupé à célébrer cette Coupe du Monde, je pourrais faire passer toutes les réformes que je veux, hein, notamment la réforme des retraites qui va pas tarder d'arriver sur la table, vous le savez. Voilà. Alors ceci étant, on va parler du Maroc parce que c'est le Maroc qui a quand même créé la sensation en étant le quatrième pays africain à être arrivé à ce stade de la compétition des quarts de finale. Il pourrait peut-être rentrer de nouveau dans l'histoire en étant le seul pays africain à atteindre le stade des demi-finales, mais il faudra quand même passer par le barrage Portugal. Alors c'est vrai qu'ils ont passé la Belgique, ils ont passé le Canada, ils ont passé la Croatie, ils ont passé notamment l'Espagne sans quasiment prendre de but. Je crois qu'il y a eu un seul but contre leur camp, mais la défense marocaine était quand même une défense béton. Est-ce que vous y croyez face au Portugal, Amine? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'elle peut battre le Portugal et laisser les truelles à la maison? Non, je rigole. Je crois que l'équipe du Maroc, les Lions de la Tasse, ont démontré quand même qu'ils avaient un certain nombre de qualités, notamment en défense, tu l'as dit. Il y a aussi une certaine rigueur dans l'organisation de l'effectif. Il y a un gardien de talent, un très grand gardien avec beaucoup de talent. Classe mondiale, on peut dire. De classe mondiale, clairement. Et puis surtout, je crois que ce qui caractérise le plus cette équipe, c'est quand même sa rigueur. Il y a une rigueur quand même. Et d'ailleurs, moi, j'étais très surpris quand j'ai regardé le match. Au début, je me suis dit, mais ça tiendra jamais 120 minutes comme ça. On ne pourra pas tenir avec ces deux lignes défensives aussi longtemps. Et finalement, je me suis interrogé et quand j'ai réécouté ce que disait Walid Regragui, donc le sélectionneur marocain, c'est le plan a marché. Il a dit le plan a fonctionné. Et ça veut dire que ce qu'ils ont fait, c'est ce qui était prévu, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de place à l'improvisation, et je crois que c'est ce qui caractérise le plus cette équipe. Alors on l'a dit, ils ont commencé par quand même mettre en difficulté les vice-champions du monde, la Croatie. Ils ont ensuite balayé la Belgique, deuxième au classement mondial. Ils ont fait une belle opération contre le Canada. C'était un peu plus simple, mais c'est quand même là où ils encaissent un but, alors contre leur camp. Et puis surtout, ils ont démontré que face à l'Espagne, qu'il ne suffisait pas de détenir le ballon pour gagner. Et je crois que c'est ce qui est en train de se profiler quand même dans cette Coupe du Monde, c'est qu'il ne suffit plus de détenir le ballon pour gagner. Ouais. Et bien que le Portugal, c'est une très grande équipe avec de grandes individualités, mondial, hein. Sans doute l'une des plus complètes. Ouais. Après, quand même, je pense que l'équipe du Maroc a des atouts pour remporter ce match et aller plus loin. Alors, il y a des blessés, mais ça, c'est normal quand vous êtes dans une grande compétition comme celle-là où vous jouez tous les 2 jours avec des matchs avec une grande intensité. Là, ils ont fait quand même plus de 120 minutes avec une séance de tir au but, etc. Évidemment, ça va pas être simple, mais je crois qu'il est possible d'espérer un passage. Là où il y aurait une difficulté, c'est que s'ils passent en demi-finale, je crois que l'équipe qui a démontré quand même le plus de qualité, c'est l'équipe de France, et c'est sans doute là où il y aura le plus de difficultés. Je m'inquiète pas beaucoup pour le Portugal. Tu veux dire que l'équipe de France pourrait être l'équipe qui pourrait poser Moi, je pense que l'équipe de France plus qu'au Portugal. Exactement. Je pense que l'équipe de France passera sans problème face aux Anglais. Ah oui. T'es confiant, toi? Oui, bien sûr. Enfin, sur l'ensemble du tournoi, l'équipe de France a quand même bien plus démontré ses capacités que l'équipe anglaise, même s'il y a des qualités du côté anglais. France-Maroc, Marie-Amine. France-Maroc, alors là. Tu fais quoi là? Alors là, t'es dans la merde là. Alors évidemment, je serais heureux quoi qu'il arrive dans ce match-là. Mais j'ai un petit pincement quand même pour le Maroc parce que c'est une nation africaine avec tout ce que ça représente. C'est un outsider, etc. On aimerait bien quand même que cette coupe un jour aille en Afrique. On en a besoin. Et je pense d'ailleurs que la nouvelle formule de la Coupe du Monde qu'on verra dans 4 ans avec 48 équipes et plus 32 va laisser plus de place aux nations africaines. Il y aura 9 nations africaines. Aujourd'hui 5. Voilà, aujourd'hui 5. Donc 9 nations africaines. Ça va permettre aussi de faire monter encore d'un cran le football africain. Donc évidemment que je serai heureux quoi qu'il arrive, mais j'ai quand même ce petit pincement pour le Maroc parce que on a vibré et puis je voudrais quand même que ce continent africain puisse remporter un jour. Bon, c'est beau ce que tu nous dis, du coup tu peux y aller plus tôt. Allez, t'as la permission de partir. Merci beaucoup. Merci Mohamed. À très vite. Audrey, Jimmy, on va en parler dans un instant.
Des pubs, il y en a pas. T'as vu le capitalisme, mon cher Jimmy, c'est quand même incroyable. Le capital de monopole. Que des pubs. C'est même saisi du foot. Il y a plus de pubs que d'émissions. Un truc de fou. Oh là là. Bon, allez, dans un instant. Capitalisme de monopole. On va terminer là-dessus, tiens. On va s'épargner le zapping, allez, hop, parce qu'il y a tellement de conneries, franchement. On va essayer de rêver. Est-ce que le Maroc peut le faire? 01 40 33 9000. Est-ce qu'il peut passer le Portugal? Eh bien, on en reparle avec vous, sachant que le prochain adversaire du Maroc, si tenté, évidemment, qu'il parvient à battre le Portugal, et si tenté aussi que la France arrive à battre l'Angleterre, ça serait Maroc-France. Oh là là, le rêve. Ah, la fight. La fight. La fight. On en reparle dans un instant. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Et France Maghreb 2. Allez, il nous reste quelques minutes pour essayer de voir si vous y croyez ou pas à la possibilité que le Maroc puisse passer la barrière Portugal pour une arrivée en demi-finale pour cette Coupe du Monde. Et pour le Maroc, l'équipe du Maroc qui est l'équipe surprise, l'équipe qui a créé la sensation. Audrey Pronosti, tu as regardé cette équipe du Maroc? Alors, moi je pense que je suis un bon exemple parce que je ne suis pas particulièrement experte en matière de football, mais je dois admettre que lorsque le Maroc a été qualifié en 8e de finale, j'ai commencé à vibrer, je dois l'admettre. Et le dernier match, d'ailleurs, que tu as brillamment commenté avec Tarek Mami, Gamal et Hicham, vous avez fait vraiment des commentaires vraiment hyper intéressants, parce que moi, je me rappelle, j'étais dans la voiture. Donc j'avais pas le match sous les yeux. Vous m'avez embarqué, c'est-à-dire que en fait vous pouvez pas inventer des choses si elles n'y sont pas, c'est-à-dire que clairement il y avait vraiment une ambiance dans le stade que vous nous avez très bien relaté, et il s'avère que moi j'y crois de plus en plus à cette équipe, même si je connais pas particulièrement les joueurs. Je sais, j'ai quand même retenu le goal parce que c'est juste un monstre. Ouais. Alors pour répondre à ta question, est-ce qu'ils vont battre le Portugal? J'ai envie, bien évidemment, j'ai envie qu'ils arrivent en demi-finale, c'est évident. Mais il y a quand même le colosse de Rhodes, je l'appelle comme ça, Cristiano Ronaldo. Mais ça n'est qu'un joueur. Non, mais Cristiano Ronaldo, le Portugal a gagné là récemment son match pour accéder en quart de finale. Cristiano Ronaldo était sur le banc la plupart du temps du match. Donc ils ont mais peut-être qu'ils ont voulu l'économiser. Non, mais c'est l'équipe la plus complète aujourd'hui du mondial. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui se distinguent notamment par leur capacité à être bonne en défense, comme le Maroc, un peu moins en attaque. L'équipe de France qui est très bonne en attaque, un peu moins en défense. Le Portugal, c'est complet partout. C'est-à-dire dans tous les secteurs de jeu, ils sont là. C'est que le Maroc, ils sont très bons en défense, mais en attaque, faudrait revoir la copie, comme disait Gamal. C'est ça. Et Hicham et toi aussi d'ailleurs. Donc pour le coup, mais j'y crois en fait, parce que en plus, vous savez, vous connaissez tous la loi d'attraction. Ils sont vraiment, mais enfin ils sont pas dans le creux de la vague là. Ils sont au-dessus. Ils ont une énergie positive. Ils ont tous les supporters du monde entier autour d'eux. Moi, j'ai regardé un petit peu partout dans les pays. Franchement, moi, j'y crois. Vraiment, j'y crois. Et puis, alors évidemment, s'ils se retrouvent face à la France, alors là, par contre, je me tais parce que je ne sais pas trop quoi en penser. Mais vraiment, le Maroc, chapeau. Franchement, Jimmy, chapeau. Le Maroc peut-il ranger les truelles des Portugais? Oui, alors deux choses. C'est pas ça. Ouais, non, mais deux choses. La première, c'est qu'effectivement, je crois qu'à partir du moment où on est très motivé et qu'on a un esprit de Warriors, comme on dit, quand on disait au quartier, ils peuvent y arriver. Ouais. Surtout, comme elle disait Audrey, oui, effectivement, et là, ils sont portés par une bonne partie de la masse. Mais je voudrais revenir sur deux choses. Ouais. Première chose, ce soir-là, je regarde pas le foot, vous le savez, mais par contre, ce soir-là, j'étais en train de lire mon livre, en fait, je lisais un livre de Karl Marx, d'ailleurs. Ah ouais. Et d'un seul coup, j'ai entendu les you-you et les klaxons, et je me suis dit, tiens, les frérots du Maroc, ils ont dû gagner. Ouais, bah. Et deuxième chose, là, je pense que ce qui est vraiment, enfin, moi, voilà, c'est la première chose qui me marque dans ces événements-là.
c'est que avant une Coupe du Monde, on constate qu'il y a un préjugé on va dire, qui flotte dans les subjectivités et qui consiste à dire que, vous savez, la masse en mouvement, elle est pas possible, la fraternité, elle est pas possible, l'unité, elle est pas possible, blablabla. Et moi, je me souviens, cette Coupe du Monde, ce qui s'est passé avec l'équipe du Maroc, me fait penser à ce qu'on a vécu. Moi, j'avais 18 ans en 98. Lorsqu'on a gagné la Coupe du Monde. C'est vrai ce que tu dis. Alors, je peux continuer, tu verras. À l'époque, je m'en souviens, c'est la première fois de ma vie, je crois que c'est la seule où. J'étais au quartier à l'époque, j'étais dans la cité du Clos Saint-Lazare à Stein avec mes copains, on regardait le match. Et c'est la seule soirée où les flics, même les jeunes des quartiers et les flics se serraient dans les bras et ils buvaient un coup. Et ce que je veux dire par là, c'est que. Si la masse en mouvement, alors là, la masse en mouvement, l'émotionnel, c'est le foot. La cause, c'est le foot. Oui, c'est l'opinion du peuple. Mais objectivement, ça existe. Ah, mais qu'on arrête de nous dire que la masse en mouvement n'existe pas, puisque la masse en mouvement a existé en 98, et là, elle existe autour de l'équipe du Maroc. Donc si elle existait... Sur les champs, si elle a existé pour un match de foot, c'est qu'elle peut exister ensuite... pour d'autres événements. Si on peut se mettre en mouvement pour un match de foot, c'est qu'on peut se mettre en mouvement dans les luttes sociales pour d'autres choses. Ouais, non, et je crois que ce qui est ce qui est fondamental, c'est que même si ça paraît un peu bateau, c'est que l'unité et la fraternité qui se cristallisent. Mais là, c'est pas pareil, parce que là, l'intérêt, il est commun. Il faut la conserver, l'intérêt, il est commun. Et l'intérêt, il est commun, et le soutien est commun. Après, quand tu luttes pour l'amélioration de ton existence, c'est commun. 2 petites secondes, Jimmy. Par contre, quand tu dis unissons-nous pour les luttes sociales, bien évidemment, mais chacun n'a pas les mêmes intérêts. Donc, du coup, elle peut pas être forcément unifié au même titre qu'un match. Tu sais bien que c'est pas de l'absolu. Tu peux pas comparer, en fait. Tu sais bien que l'absolu n'existe pas. C'est comme là le match du Maroc, tout le monde n'était pas dans la rue. Beaucoup de monde a été dans la rue. Mais à un moment, il faudrait que... Ce que je veux dire, c'est que l'élément cristallisateur du mouvement, c'est-à-dire à un moment, qu'on arrête de nous dire que la masse en mouvement, l'unité, la fraternité, ça n'existe pas. L'absolu n'existe pas. Mais à un moment, ça existe. Donc si ça existait pour la Coupe du Monde, moi ce que je dis, c'est qu'on conserve ça. Surtout sur le continent africain, je pense qu'ils en ont besoin, de par le contexte géopolitique et cette avalanche sociale, ce nouveau monde qui arrive. Le continent africain a besoin d'unité, de solidarité. Et je crois que s'ils ont pu le faire maintenant, c'est qu'ils peuvent le faire ensuite. Et peut-être qu'on arrêtera aussi un petit peu de les maîtriser. Les lions de l'Atlas, c'est pas n'importe qui maintenant. Il faut les respecter. Voilà. Ouais, absolument, il n'y a plus de petites équipes. Hein, et puis c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est que cette Coupe du Monde, elle est complètement incroyable. Rien ne se passe comme on l'avait imaginé. Je m'adresse à tous ceux qui supportent l'équipe du Maroc et ils sont très nombreux. Et si vous aviez parié à ce que l'équipe du Maroc arrive à ce stade de la compétition, il n'y a pas grand monde qui aurait parié là-dessus, je veux dire, sur le fait que le Maroc arrive en quart de finale. Et pourtant ils l'ont fait avec la belle manière, parce que je rappelle d'ailleurs que c'est la seule équipe qui a réussi à se qualifier avec 7 points. Les autres ont eu 6 points, ou moins en tout cas, 6 points. Et le Maroc a été la seule à obtenir 7 points pour la qualification en 8e. Donc voilà. Eh bien écoutez, on aura l'occasion de reparler peut-être demain avec Tariq Mali, avec Albert Dos Santos, avec Sofiane Garbaoui. Mon Jimmy, merci beaucoup. Audrey, merci. Merci. Bon retour à la maison. Et restez bien fidèles au LGF, que vous pouvez retrouver, je rappelle, en rediffusion le soir à minuit, et en vidéo, parce qu'on peut voir de belles têtes. Ça dépend des jours, ça dépend. Sur YouTube, sur la chaîne France Maghreb 2. Donc si vous voulez voir le LGF en son et en image, c'est sur la page YouTube de France Maghreb 2 que ça se passe. Bonne soirée, à demain, ciao. Avec Christophe Roux sur France Maghreb 2.